Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Plusieurs sites et médias français accusent le Tchad d'infiltrer des mercenaires en Centrafrique, en renfort au groupe rebelle opposé au régime de Bangui. Cette accusation d'ingérence du Tchad dans le conflit en Centrafrique inquiète et suscite de nombreuses interrogations. Les autorités tchadiennes de leur côté rejettent en bloc toutes ces accusations. De nombreux analystes pensent que c'est la France qui serait derrière cette manipulation pour refroidir les liens entre N'Djamena et Bangui. Mais pourquoi la France veut-elle à tout prix créer un conflit entre le Tchad et la Centrafrique? Suivons maintenant le décryptage de la situation par nos analystes, qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. Bonjour, République centrafricaine, ce n'est pas du tout la grande sérénité. Le pays de Akanche, Touadéra, souffle du chaud et du froid depuis 8 ans quasiment, faisant face à des groupes armés qui contrôlent les 2/3 du territoire et qui veulent marcher sur Bangui pour accéder au pouvoir par les armes. Mais la France, qui dit être d'un soutien sans réserve à la Centrafrique, serait par essence au centre de la discorde qui décime les vies de nombreux citoyens. Selon certaines sources, le jeu trouble de l'Élysée dans cette crise centrafricaine suscite des interrogations et remet en cause la sincérité de l'ancienne puissance coloniale à accompagner la RCA dans le processus de réconciliation. Bien plus encore, quelle est la signification de ces lynchages médiatiques et politiques savamment orchestrés par RFI contre le Tchad, accusant le pays d'Idriss Déby d'infiltrer les mercenaires tchadiens dans les rangs des rebelles. Dans ce jeu hautement dangereux, que recherche donc la France dans sa nouvelle stratégie qui viserait à coup sûr à refroidir les liens assez forts qui existent déjà entre le président Faustin Archange Touadéra et son frère du Tchad, le président Idriss Déby Itno. Comment comprendre alors que le Tchad, qui s'est toujours investi pour le retour de la paix en République centrafricaine, soit aujourd'hui son boulot? Ainsi, en essayant donc de confronter le Tchad et la République centrafricaine, quelles sont les réelles intentions de la France à travers ces médias mercenaires? Au fait, dans ce bordel qui jusqu'ici profiterait à l'ancienne puissance coloniale, quel est l'enjeu du nouveau scoop? Les Centrafricains vont-ils croire aux allégations de ces médias qui roulent pour Paris? Ainsi, en essayant donc d'opposer le Tchad à la Centrafrique, que gagnerait alors la France? Toute cette question et bien d'autres susciteraient alors la curiosité des lits rouges de ce matin. Nous sommes bel et bien, c'est lundi 25 janvier 2021. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à Lits rouges. Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. Un sujet nous tient en haleine ce matin. Il s'agit exactement de la crise centrafricaine qui fait renaître d'ailleurs un nouveau scoop, pour ne pas dire une nouvelle allégation. De toute façon, le Tchad, qui aurait été l'une des cibles de la France, a été accusé même par les médias français de vouloir déstabiliser la République centrafricaine en infiltrant dans les rangs des rebelles, les mercenaires tchadiens. On va dire, une information qui ne plaît pas du tout à la République tchadienne, qui a d'ailleurs tenu à répliquer en estimant clairement qu'il n'en était pas du tout question. Et une question centrale dont nous intéresse ce matin, que recherche d'ailleurs cette France en essayant de créer le conflit entre le Tchad et la République centrafricaine. La question mérite d'ailleurs toute notre attention ce matin, et ça sera forcément par le biais de nos consultants du jour pour essayer de détailler. Vous aussi, très chers téléspectateurs, par les canaux qui vous seront d'ailleurs indiqués d'ici quelques minutes, vous allez également réagir sur ces antennes. Les rouges, c'est également les revues de presse en français et en anglais. Bienvenue donc à tous, et nous y allons pour accueillir le doyen Simo qui est avec nous ce matin. Simo, bonjour et bienvenue sur Les Rouges. Merci et bonjour Bernard. Merci encore une fois de m'avoir invité ce matin pour ce sujet extrêmement sensible, parce que c'est un sujet qui risque de s'aimer beaucoup de désordre dans les pays africains, compte tenu de la maladresse et de la perfidie de ce pays qu'on appelle la France, qui est un véritable malheur sur le chemin des Africains. Parce que, contrairement à ce que vous pensez, vous savez, la France est capable de beaucoup de choses. Je l'ai dit et je le dis toujours. J'ai oublié de saluer les téléspectateurs, les techniciens. Excusez-moi, c'est que je suis tellement énervé quand on parle de la France que j'ai toujours pas moyen de penser à ce que je dois faire. Mais je dis encore une fois, contrairement à ce qu'on peut penser, la France, avec cette histoire de monnaie, je le redis et je continue à le redire, est capable de déstabiliser n'importe quel pays. Parce que quand quelqu'un a votre porte-monnaie, vous ne pouvez prendre aucune décision et être autonome. À partir du moment où un petit pays comme la France détient le porte-monnaie de 15 pays africains, ils sont capables du meilleur comme du pire.
et surtout du pire. On a vécu le cas en Côte d'Ivoire avec le président Gbagbo, où ils ont fait un embargo à un moment précis, ils vont rentrer, sans rentrer dans la présidence, enlever un chef d'État en fonction. Donc ça vous dit que le degré de bêtise de ces gens, qu'on appelle le Macron et son acolyte qu'on appelle le truand. Je dis encore une fois, il faudrait que les Africains fassent très attention. Parce qu'au moment où je vous parle, on prétend que le Tchad peut infiltrer des gens, des Tchadiens dans la rébellion centrafricaine. La France peut même recruter des gens, les infiltrer dans la rébellion tchadienne et mettre sur le dos du Tchad. C'est possible, ils ont tous les moyens. Et ils le font même. Et c'est ce qui se passe. Et maintenant, ils mettent ça sur le dos du président tchadien. Il vous souvient que le 31 décembre, il y a 3 voyous qui ont retrouvé le président tchadien dans son village. Pour la première fois de l'histoire de la France, où des gens ne passent pas la fête de fin d'année avec leur famille, mais prétendent, vont chercher un chef d'État dans son village, qui est de repos. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'ils se sont dit. Quelque temps après, ils ont dû obliger le président tchadien à se déporter vers un monsieur qu'on appelle comment on appelle le président français là, pour aller le rencontrer en privé là-bas en France. Pour des raisons que l'on passe, mais je suis sûr qu'ils nous ont mis en place une pression pour obliger le président tchadien à aller rencontrer le président français pour des raisons évidentes. Parce que aujourd'hui, avec les problèmes que la France a en Centrafrique, ils sont obligés de trouver tous les stratagèmes pour affaiblir les chefs d'État qui sont autour de la Centrafrique, pour les empêcher d'assister la Centrafrique. C'est de ça qu'il s'agit. Si les Africains ne sont pas assez outillés, assez intelligents pour mettre un terme à ces histoires, il y aura un problème de manipulation qui va créer des guerres dans tous les pays africains, parce que la France est en train de perdre l'Afrique, le golfe de Guinée. Et comme ils sont en train de perdre, il faut tout faire pour instaurer le désordre dans les pays africains. Tout à fait. Nous y reviendrons de fond encore dans ce programme. Nous allons vous rappeler que le sujet il est unique ce matin. Nous parlerons effectivement de cette crise centrafricaine qui prend déjà des tournures pratiquement inquiétantes, avec l'implication désormais des médias français qui entrent donc en contribution pour déstabiliser finalement le Tchad et la République centrafricaine, 2 pays frères qui ont pratiquement les mêmes coutumes, les mêmes habitudes, bien sûr, on va dire, qui ont toujours cheminé ensemble. Bien sûr. Et aujourd'hui, vous avez donc cette France qui vraisemblablement, on estime que le fait que la République centrafricaine soit en train d'échapper déjà aux mains de cette France, elle est donc prête à tout. Il faudra peut-être chercher des moyens maintenant pour désolidariser ce bloc qui s'était déjà bien formé autour de la RSA, notamment le Tchad, qui est quand même un soutien incommensurable de la République centrafricaine. On sait quand même qu'en 2000, même si en 2014, elle aurait retiré son contingent d'armée pour des raisons tout à fait strictement personnelles, mais il n'y a que le Tchad a toujours œuvré pour la paix dans ce pays, en République centrafricaine. Monsieur Bena, il faudrait que vous sachiez que si le Tchad a sorti son contingent en Centrafrique, c'est pas pour rien. Il a dû avoir la pression de la France. Vous savez que c'est le Tchad qui a sauvé la France au Mali, à un moment précis où la France avait des difficultés avec vers le nord du Mali là. Donc, on peut avoir mis la pression sur le Tchad pour qu'il retire ses troupes en Centrafrique. Parce qu'il n'y a aucune raison que le président tchadien, qui est un national, un panafricain, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qui aujourd'hui accepte qu'il y ait une guerre à sa frontière. Parce que s'il y a le feu dans la maison du voisin, vous pouvez être sûr que tôt ou tard, ce feu va se retrouver. Et je ne suis pas sûr que le président Déby, qui est un monsieur respectable et qui connaît très bien le fonctionnement des Français, peut accepter que le feu dans la maison du voisin, il ne soit pas prêt à aller l'éteindre. Donc il y a un problème de pression vraiment qui s'exerce sur tous les chefs d'État africains pour les amener à ne pas collaborer avec les Russes, parce que sachant que les Russes sont en Centrafrique, ils sont en train de tout faire pour faire en sorte que les gens ne soient pas en accord parfait avec ce pays. Donc aujourd'hui, tout ce que le Tchad peut faire, c'est s'il y a un partenariat dans le monde entier. La France est par exemple le premier exportateur d'uranium. Tout ça là. Non, il faut mettre dans cette histoire, M. Benabena. Ce sont après, on ne peut pas être à la remorque des petits voyous qui ne sont pas capables de gérer le pays, ceux qui prennent la personne, leur vieux et tout, leur santé sous le payant. Non, il faut arrêter. Dans le temps, les gens qui sont riches, ils sont dans les pays pauvres en train de courir chaque jour. Quand vous arrivez, vous restez chez vous. Un pays riche ne va pas dans les pays pauvres. Vous, M. Benabena, vous pouvez quitter votre maison, si vous êtes riche, pour aller dans la maison des pauvres, vous installer. Non, il y a un problème. Très bien, il y a un problème. Nous allons, par cette expression, accueillir Patrick Zapat. Avec quelques minutes de retard, Patrick Zapat nous a rejoint en si beau matinal. Alors, Patrick, bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Bonjour Raoul Pépin Benabena, bonjour au frère Simon,
c'est toujours un plaisir de retrouver tout le monde dans ce chantier justement de conscientisation de la masse africaine afin qu'on livre à la conscience continentale les éléments qui vont permettre justement qu'on construise finalement le rapport de force tant attendu face à ces feux limites du banditisme international. Donc, je n'oublierai jamais de dire bonjour aux techniciens. Il y a eu quelques petits... Patrick, je vais permettez-moi de prendre votre micro. Il paraît que le micro ne sort pas du tout, d'autant que la réalisation a juste cette sortie de son. On va revenir à vous dans quelques secondes. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau pour nous intéresser également à ce thème de la République centrafricaine. Il faut dire qu'il y a ce nouveau scoop qui est apparu il y a quelques instants. En fait, il y a ce nouveau scoop qui est apparu depuis quelques jours déjà. RFI et France 24 essayent d'ailleurs d'orienter l'information selon un peu de leur France, de leur pays, et cette information semble déjà perturber véritablement le Tchad, y compris la République centrafricaine qui est d'ailleurs au centre de tout ce théâtre. Et il faut... Monsieur Simon, on est quand même dans ce giron où on pense très souvent que les puissances coloniales, surtout la puissance française, ne voudraient pas du tout libérer ces anciennes colonies. Et la République centrafricaine qui semble s'ériger comme une colonie française et qui se détache progressivement de cette France, est en train de subir les affres de cette France par d'autres manières, malgré le fait que la France vient comme un partenaire, mais utilise d'autres ruses pour nuire la RSCA. Je crois que, de ce fait, est-ce que de là, la confiance devrait y être tout à fait totale? Monsieur Benin, il ne s'agit pas de la confiance. C'est que, vous savez, la communication est le quatrième pouvoir. Et la France, justement, utilise cette communication pour avilir, pour manipuler, pour détruire les pays africains. C'est pour ça que dans notre programme panafricain pour le développement du continent, le premier objectif, c'est de fabriquer un décodeur panafricain pour mettre dans tous ces décodeurs, toutes les télévisions africaines, pour qu'on regarde dans la même direction et qu'on communique en réalité sur le plan africain. Vous vous rendez compte que chaque chef d'État africain, quand il doit communiquer, il est obligé de passer par les canaux des chaînes françaises. Pour la simple raison que, même s'il s'adresse à une chaîne africaine, cette chaîne n'est pas capable de diffuser l'information comme il faut. Malheureusement pour lui, cette information est restreinte et on peut la manipuler dans tous les sens pour pouvoir affaiblir ou bien transformer ses intentions. On l'a vu depuis la nuit du temps, comment des chefs d'État africains, avant, communiquaient, mais ça ne sortait jamais. Il a fallu que ces chefs d'État meurent pour qu'on soit au courant de certaines choses qu'ils disaient. Et pourtant, on les a traités de tarser de tous les noms d'oiseaux. C'est pareil pour le moment. Quand vous voyez des chefs d'État qui sont obligés d'appeler des conneries comme RFI, TF5 pour communiquer avec eux, c'est parce qu'ils se rendent compte que, souvent, vous vous rendez compte que Afrique Média n'aime pas ce bouquet Canal+, pour des raisons évidentes. La plupart des chaînes africaines qui parlent contre les intérêts de la France sont bannis complètement de ce réseau. Or, il est temps que l'Afrique sorte de ce créneau, qu'on bâtisse notre réseau de communication et qu'on puisse communiquer entre nous sans avoir besoin d'intervenir de qui que ce soit. C'est la guerre de communication qui est la base de toute la désinformation et de la manipulation que les Occidentaux font en Afrique. Donc, il est temps qu'on mette un terme à cette histoire et je vais développer le programme de la marche de ce qu'on est en train de faire pour pouvoir changer les paradigmes de la communication en Afrique. Merci à vous, doyen Simon. Alors, Patrice Sapart, le micro est désormais bien redressé. On va y arriver. Alors, les médias français, RFI, France 24, semblent déjà entrer aussi dans la bataille, parce qu'il s'agit désormais d'une bataille là. Alors, comment comprendre ce lynchage médiatique et politique qui est savamment orchestré par ces médias pour essayer de déstabiliser les liens qui existent entre le président Touadéra et son frère du Tchad? Alors, c'est bien clair. Vous savez que les médias, Simon a dit tout à l'heure que c'était le quatrième pouvoir, et bien c'est le deuxième pouvoir. C'est le deuxième pouvoir parce que les médias ont fait et défait les gouvernements dans le monde de manière claire et de manière ostensible. Et puis ces médias-là sont attelés généralement sur le plan idéologique derrière un ensemble de lobbies, notamment les lobbies internationaux et les lobbies du banditisme international qui ont été aussi cauchemardés sur nos espaces. Alors, il faut bien indiquer à la conscience africaine que les médias, les gens écoutent la radio, regardent la télé, lisent des journaux,
parce qu'ils veulent être au fait de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, les médias, je ne vous l'apprends pas parce que vous l'avez déjà suffisamment indiqué à la conscience africaine, ont 3 missions: informer, éduquer et divertir. Mais il faut noter que informer, c'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire apporter l'information des faits qui se produisent dans le monde, mais éduquer, c'est apporter l'information utile, justement pour que le peuple international, ou alors les auditeurs, ceux qui doivent s'abreuver de cette information-là, puissent la capitaliser pour comprendre les rouages et les méandres intimes qui accompagnent justement les éléments du développement dans la société. Bon, maintenant, divertir, on va laisser ça, ça ne doit jamais ressembler à distraire, distraire qui est souvent son synonyme. Donc, à ce niveau-là, les médias ne sont pas toujours neutres au sens propre du terme. Vous avez déjà un calibrage qui vous est ventilé dans cette histoire-là pour parler des lignes éditoriales, mais dans aucun cours de journalisme Raoul Pépin Bena, on indique aux journalistes qu'il ne faut pas dire la vérité. Alors, c'est justement malheureusement cette option-là qui a été prise par ceux qui ont mis en place ce système international de banditisme pour désorienter justement la vérité qui doit être dite, portée à la masse internationale, notamment en termes de cibles, pour dire exactement tout et n'importe quoi. Et donc maintenant, quand vous revenez sur l'Afrique, eh bien, le conflit qu'ils sont en train de vouloir établir entre le Tchad et la Centrafrique est bien clair. Nous avons déjà suffisamment indiqué à la conscience africaine tout ce qui tourne autour du destin de la République centrafricaine. Mais pourquoi le Tchad? Parce que le Tchad a été également, comme la République centrafricaine, déchiqueté de tout dans toutes ses parties par la France. Mais il faudrait rester à partir de 2001 pour comprendre très bien ce qui est en train de se passer dans ce conflit-ci. Raoul Pépin Bena, c'est-à-dire que lorsque le président Déby, qui est aujourd'hui quelqu'un qu'il faut rapidement évacuer parce que c'est un caillou dans la chaussure du banditisme français, eh bien, on a calibré cette affaire-là à partir de Tombalbaye. Ensuite, le président Maloum qui est venu en 75 le dégager, et on s'est retrouvé au niveau de 79 avec ce qui s'est passé au niveau de la Centrafrique avec Bokassa, c'est-à-dire que le président Maloum, qui a été porté par eux, n'a même pas été au courant qu'il y a une mission qui a séjourné à N'Djamena pour aller dégager Bokassa. Ensuite, il y a ici Nabré qui est arrivé, et Idriss Déby, le 4 décembre 1990, mais je reste en 2001 pour que l'Afrique comprenne très bien ce qui se passe, c'est-à-dire que Idriss Déby en 2001, il est en train de s'enfoncer dans son deuxième et dernier mandat. Alors, on est en train de réfléchir, est-ce que on va pouvoir continuer de se servir de cet homme? Or, Idriss Déby a la pédagogie de l'expérience du banditisme français sur les territoires africains. Alors, 2002, on envoie Chirac, envoie des émissaires à N'Djamena, qui séjournent là-bas, c'est très calme à N'Djamena. Donc, toute l'année 2002, c'est l'année des tractations pour lui dire, tu vas modifier la Constitution pour lever le verrou sur la limitation des mandats présidentiels. Vous vous souvenez, ça a été avec Manuela Siké ou bien avec Bachir. Dans cette interview-là, le président Déby a décliné justement sa responsabilité là-dedans. Donc, en 2002, puisqu'il y avait quelques petites hésitations du président Déby, eh bien, ces gars-là ont mis ce que j'appelle souvent la stratégie dissuasive par rapport à la conquête de l'existence au niveau des chefs d'État. C'est-à-dire que dès que vous commencez à être un peu hésitant, eh bien, on met en place un dispositif qui va vous dissuader d'aller dans cette direction-là. C'est pour ça qu'en 2003, les groupes rebelles commencent à se mettre en place. Alors, en 2003, vous savez que la République centrafricaine a vécu dans son économie seulement sur l'agriculture et l'élevage, c'est-à-dire qu'au niveau de l'agriculture, il y a l'arachide, la gomme arabique ou encore le coton qui ont meublé justement l'économie de ce pays-là. Et derrière, donc, en 2003, il y a l'avènement du pétrole tchadien dans les champs de Doba, exploité par le consortium ExxonMobil, Chevron et Petronas. Alors, il va falloir passer à autre chose et il faut contrôler ce pays qui est le Tchad, parce que le Tchad doit servir également de détente pour ce qui s'est passé au niveau de la guerre qui se passait sur la zone, la bande d'Aouzou, et il y a cela toujours par ces bandits. Une guerre qui a été imposée au Tchad pendant 18 ans au moins. Pendant 18 ans au moins. Et donc il faut absolument que le Darfour, qui est tout à côté, puisse être toujours contrôlé, mais à partir de N'Djamena, vous comprenez que là, à partir du Tchad, le Tchad est un pays géostratégique de premier plan, donc il faut que ce soit quelqu'un qu'on contrôle
contrôle là-bas. On n'est pas encore sûr que Kebzabo, qui est le patron d'opposition aujourd'hui, peut se retrouver dans ces sillages. Là, nous sommes là, je suis en train de parler en présent historique. Alors, donc, en 2001, lorsque le président Déby prend le pouvoir, c'est-à-dire il est élu pour le deuxième mandat, il y a 6 hommes de l'opposition qui se retrouvent chez Kebzabo. Et là, ils sont en train de vouloir fomenter un tour. Le président Déby est très vigilant. Eh bien, on les a arrêtés. Heureusement, on les a libérés en fin de journée, après les avoir sérieusement taxés. Et en 2002, il y a donc les tractations qui y sont entrées. Et comme le président Déby est en train d'hésiter, eh bien, en 2003, on commence à mettre dans les éléments de perturbation, dont les groupes rebelles commencent à se mettre en place. Vous avez déjà Bardaï. Bardaï, c'est dans l'extrême nord du Tchad. Là-bas, un groupe qui allait prendre l'aéroport de Bardaï, c'est-à-dire en dessous de la Libye. Là-bas, ça a eu la faculté d'envoyer près de 65 000 Tchadiens en exil au niveau du Darfour, des réfugiés là-bas. Et dans cette affaire-là, en 2004, vous savez qu'en 2004, c'est là où, justement, il faut absolument orchestrer cette levée sur le verrou du mandat présidentiel. Et on l'a imposé au président Déby. Il a été obligé d'y aller parce qu'il y avait pratiquement déjà 3 groupes rebelles fabriqués par ces bandits-là. Et donc, en 2006, lorsque cette affaire-là est actée, le président Déby est obligé de s'engouffrer dans cette élection-là. Il reprend le pouvoir en 2006. Eh bien, ça se calme un peu, mais on fait l'effort de garder, justement, 2 groupes rebelles à l'est de la République tchadienne, c'est-à-dire au confin la frontière avec le Soudan. Et donc c'est pour ça qu'en 2005, justement, le président Déby était sorti pour dire à Omar El-Béchir d'arrêter ça, parce qu'il sait très bien que c'est toujours le couloir idéal, c'est-à-dire on part de la Libye, du Soudan et au niveau du Tchad, pour venir faire des déstabilisations et dans la prolongation en République centrafricaine. Donc il a demandé à son frère Omar El-Béchir d'arrêter de servir de passerelle. Donc ça a été un conflit qui a duré pratiquement 7 ans entre le Soudan et le Tchad, si bien qu'ils ont dû acter un accord en 2010 pour arrêter d'entretenir des rébellions dans leur pays pour déstabiliser l'un et l'autre des 2 pays. Donc là-dedans, ils ont d'ailleurs mis sur pied une armée commune. Exactement. Qui doit surveiller le large de leurs frontières. Exactement, Raoul Pépin. Donc, c'est-à-dire en 2007, vous constatez justement que Sarkozy étant arrivé au pouvoir, au mois d'octobre, notamment le 25, il y a une nébuleuse qu'on appelait l'Arche de Zoé, qui s'est retrouvée avec 103 enfants à l'aéroport, prétendument qu'ils étaient en train de sortir du Darfour pour aller se retrouver dans des familles d'adoption, alors que c'était les enfants tchadiens que ces gens-là étaient en train de récupérer pour aller servir de cobayes dans les laboratoires de Jean Sarkozy, le fils de l'autre. Et comme ça allait être un fusil de politique, on a activé 3 groupes rebelles, donc portés par Timan Erdimi. C'est même le cousin de Idriss Déby. On va y arriver. C'est quand on sera en train d'aboutir à ce qui se passe aujourd'hui. Donc il est celui qui chapeautait donc ce qu'ils ont appelé là-bas le mouvement pour le changement du Tchad, quelque chose comme ça, rassemblement pour le changement du Tchad. Timan Erdimi. Il y a Nour Mohamed Abdelkarim qui porte justement le mouvement de la démocratie du Tchad, quelque chose de ce genre, donc, et le Conseil de transition nationale. Donc, voilà les 3 nébuleuses que ces gars fabriquent en 2008 pour descendre à une vitesse exponentielle sur N'Djamena, pour mettre la pression sur le président Déby qui est en train de demander que ces gars puissent être jugés au niveau du Tchad, parce que le Tchad a la compétence de les juger là, et le Tchad les ayant arrêtés là sur place. Sarkozy dit non, il faut qu'ils aillent être jugés en France, mais comme le président Déby a continué, eh bien, on a aménagé ces groupes-là pour descendre à une vitesse. Vous avez les forces françaises pour aller jusqu'aux portes du palais N'Djamena, ce qui s'était produit avec le président Maloum en 1979. Donc, on a demandé à Déby de laisser, et puis sur l'ambassadeur de France au Tchad était dans le palais pour aller demander au président Déby de laisser cette affaire. Est-ce que vous pensez que ces gens doivent vous déloger ou alors qu'on doit les faire reculer? Le président Déby a dit aidez-moi à les dégager. Et derrière, ils sont venus donc lui mettre la pression pour qu'il laisse aller faire juger ces gars-là au niveau de la France, des gars qu'on n'a plus jamais retrouvés nulle part. Et donc, les groupes ont continué à rester là jusqu'à... comme vous l'indiquez, Raoul Pépin Benabéa, cet accord de 2010 qui a permis que les 2 pays frères se mettent ensemble. Et il y a donc sous la Libye une nébuleuse portée par Timan Erdimi qui lui portait à l'époque le Rassemblement pour le changement, et il est devenu donc le patron de l'UFR, donc l'Union pour les forces de résistance, donc en dessous de la Libye, c'est-à-dire au-dessus du Tchad. C'est lui qui chapeautait ce mouvement de rébellion. Et donc il y a donc un accord entre Omar El-Béchir et Déby qui fait qu'il fallait le dégager de là pour l'envoyer
au Qatar, mais en négociant avec les soutiens de Khalifa Haftar. Donc vous connaissez, c'est-à-dire quelqu'un qui a été avec Kadhafi, mais qui est devenu un agent des services secrets, c'est-à-dire dans le FBI et dans la CIA. Donc on l'a envoyé au niveau du Qatar. On a demandé au prince d'Arabie Saoudite, au prince des Émirats Arabes Unis de contrôler ce gars-là, même si le président Déby sait que ça, ce sont les adjuvants de la rébellion qui est née en Libye. Donc il dit il faut d'abord les sécuriser là-bas. Maintenant, il y a le gouvernement du 15 juillet 2020. Vous avez couvert cette affaire-là, le gouvernement que le président Déby a sorti il y a pratiquement 6 mois aujourd'hui. C'est un gouvernement qui n'a pas du tout plu à ces gens-là parce que c'est un gouvernement, c'était à la fois un gouvernement pour respecter les aspirations et les promesses faites aux populations, mais surtout un gouvernement de combat parce que il a introduit le genre, il a introduit la jeunesse, mais surtout il a gardé les postes de souveraineté, c'est-à-dire celui qui était l'ambassadeur du Tchad au niveau de la France, il a ramené comme ministre des Affaires étrangères au niveau de Paris pour qu'il apporte l'information opérationnelle chaque fois qu'on allait prendre des décisions. Il a nommé un ministre de l'intégration nationale, c'est-à-dire celui qui allait contrôler tout ce qui se prépare au niveau du lac Tchad, le lac Tchad qui abrite pratiquement 26 000 km², mais que le Tchad est seul à devoir sécuriser sa partie là-dedans, parce que le Niger et le Nigeria se sont défaits de leurs responsabilités là-bas. Ils ont même sous-traité cette affaire-là au niveau du Tchad. Et Boko Haram, qui est en train de se battre à gauche et à droite, eh bien, il y a eu un problème en 2015, parce qu'on a constaté que Chekaou était trop violent. Il fallait donc sectionner et contingenter ce pour envoyer une partie, la filière Al-Qaïda au niveau de l'Afrique de l'Ouest et qui joue aujourd'hui au niveau du Sahel, de la zone sahélo-saharienne que nous décryptons tous les jours ici. Donc, il est resté à contrôler ça pour que ça n'arrive pas, la nébuleuse n'arrive pas à N'Djamena. Donc ça n'était pas pour plaire à Paris. Donc il a mis en place un ensemble de dispositifs là-dedans pour essayer de contrer la nébuleuse. Donc le président Déby ne fait que subir des tentatives de coup d'État, des rébellions à gauche et à droite qu'il supporte parce que lui, il a la pédagogie d'expérience de ce banditisme sur le plan militaire france-africain ici. Donc maintenant, il a été souvent obligé de rester tranquille chaque fois que le couloir traditionnel et idéal qui est parti de la Libye, du Soudan, du Tchad pour arriver en Centrafrique, parce qu'à un moment donné, il a sous-traité le renseignement centrafricain au niveau du Tchad pour aider ce pays frère à évoluer. Les forces qui sont intervenues sous le mandat des Nations Unies au niveau de la Centrafrique ont été accompagnées par les troupes tchadiennes. Et donc à ce moment-là, le complot que vous indiquez ici aujourd'hui a commencé depuis 2013-2014. Donc ils ont dit que ce sont les troupes tchadiennes qui sont en train de créer le problème là-bas, et le président Idriss Déby a été obligé de retirer ses troupes en 2014. Voilà, en 2014. Donc de retirer ses troupes pour éviter justement d'être mis sur la place publique comme le responsable de ce qui est en train de se passer en Centrafrique. Et nous voyons très bien quels sont les responsables aujourd'hui. Alors donc, lorsque vous voyez crise centrafricaine, pourquoi la France veut-elle créer un conflit entre le Tchad et la RCA? Eh bien, c'est divisé pour mieux régner. Donc on a tout expliqué par rapport à la Centrafrique, déjà la conscience africaine. Donc il faut comprendre que la détente au niveau de la République du Tchad, c'est que on a là-bas un homme qui est devenu un caillou dans la chaussure française et qui ne va pas se laisser faire parce que c'est un commandant en chef. Il est parti à Boma. Ces mêmes Français ont poussé l'armée tchadienne à perdre pratiquement une centaine de ses éléments pour le distraire parce qu'il voulait envoyer 480 hommes supplémentaires dans cette frontière triangulaire entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Alors on a dit non, écoutez, il faut vous surseoir à ça. Attendez, n'envoyez personne là-bas. C'est pour ça qu'on a les morts au Niger, on a les morts au Mali et ça devient compliqué là-bas de gérer cette frontière triangulaire. Donc vous comprenez très bien que la bulle pour point dans le premier jet, c'est ce qu'il faut comprendre dans cette histoire d'instrumentalisation justement du conflit entre le Tchad et la Centrafrique qui n'existe nulle part, juste dans la tête de ceux qui ont pensé qu'ils ont la préemption. Merci à Patrick Sapat pour ce vous avez refait l'histoire, retracé, on va dire, les vannes d'un conflit qui naissait déjà depuis fort longtemps. Alors, Monsieur Simo, on est en écoutant Patrick Sapat, on comprend clairement que c'est une stratégie mise sur pied, très bien organisée, qui vise une seule personnalité, celle du président Déby. Et moi, j'ai envie de savoir pourquoi le président Déby dérange-t-elle la France, dérange tellement la France. Monsieur Bénin, il faudrait que les Africains apprennent. Pourquoi sa personnalité, je voudrais dire, la personnalité, pas l'individu, mais la personnalité. Ouais. Il faudrait que les Africains soient les chauffeurs de leur propre vie. Il faut laisser personne d'autre être le chef. Ce qui fait que ça est un problème. Je vais rencontrer le président Déby, mais je dis ce que, à travers ce discours, je le sens et je crois vraiment ce qu'il dit. C'est vrai que le discours des hommes politiques dans la chose qui croit. Mais moi, au moins lui, il dit des choses claires. Il a déclaré haut et fort plusieurs fois que
lui ne voulait pas assurer un autre mandat au Tchad, mais les Français l'ont imposé. Et quand il impose, vous savez à quelles conditions et pour quelles raisons on impose. Donc la personne de ce monsieur fait tellement peur à ces gens qu'ils sont prêts à tout faire, à tout sacrifier pour le maintenir en place, pour le manipuler. Bon, c'est vrai qu'il ne se laisse pas manipuler, il est obligé par les contraintes économiques, financières qu'il subisse envers la France de souvent céder, malgré lui. J'ai bien malgré lui parce que je ne crois pas que le président Déby, un monsieur qui a le souci de la stabilité de l'Afrique, peut accepter. On l'a vu se déplacer au Mali, à des milliers de kilomètres, aller tenter de libérer un pays sous pression française. Vous ne pensez pas qu'un pays à côté de lui, il va laisser ce pays dans les problèmes pour aller soutenir la France? C'est parce qu'il a des contraintes, des obligations que nous, communs des mortels, on ne peut même pas comprendre. Donc il faudrait que les Africains sortent des analyses primaires pour rentrer en profondeur dans les analyses géostratégiques, pour comprendre les raisons pour lesquelles un monsieur peut être là. Il est obligé de courir en France parce qu'on l'oblige. Il est obligé de recevoir des gens dans son village parce qu'on l'oblige. Parce qu'il y a des contraintes financières. Et je dis encore, quand quelqu'un a votre porte-monnaie, il est capable de manipuler votre enfant, votre épouse et même toute votre maison. Et même vous faire chasser de la maison. C'est ça. Si on n'a pas intégré ça, ça veut dire que c'est un problème. Donc pour moi, malheureusement pour les Français, le mensonge peut triompher, mais il ne demeure pas. Parce que le mensonge peut triompher, mais il ne demeure pas. Donc la France est en train de se livrer à un jeu où ils ne vont jamais sortir gagnants. Ce n'est pas possible. Donc c'est à nous, Africains, de bâtir autour de nos États, dans nos États, des structures, des groupes de pression pour pouvoir maintenir nos chefs qui ont le mérite de travailler pour l'Afrique, faire en sorte qu'ils travaillent effectivement pour l'Afrique. Parce que si on laisse les autres prendre le devant, on ne pourra jamais s'en sortir. Je disais tantôt dans le programme panafricain pour le développement que supposez un temps soit peu qu'il y ait 2 millions d'Africains qui cotisent 100 € par mois. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour soutenir un pays, n'importe quel pays africain? On va se départir du soutien d'une Union africaine qui ne sert à rien pour mettre en place des vrais Africains qui ont le soutien de leur pays. Et ils sont tous partenaires dans les affaires qu'ils vont organiser. Parce que quand vous mettez 100 €, vous êtes actionnaire dans n'importe quelle société qu'on peut créer en Afrique, dans n'importe quel pays africain. Que ce soit compagnie de transport, que ce soit dans les décodeurs panafricains, vous êtes actionnaire. Donc, on distribue ces équipements dans tous ces grands pays africains. On ne dépend plus de Bolloré qui a ses canaux, ses antennes Canal+, où on paye 5 000 francs tous les mois. Vous imaginez 5 000 francs tous les mois, s'il y a 2 millions d'Africains qui le font, imaginez l'argent qu'on peut faire. Est-ce qu'on ne peut pas lancer un satellite? Pourquoi cette dépendance? Et on est victime de la manipulation. Et c'est pour ça que vous verrez un président Déby, vous me posez la question pourquoi lui? Parce que c'est lui qui est le problème. Sapak, elle a dit qu'il est un caillou dans la chaussure des Français. C'est vrai, c'est pas faux. Parce qu'ils savent ce qu'il est capable de faire avec son armée, qui a une expérience avérée dans les combats dans les déserts. Parce qu'il y a combat dans les déserts et combat dans les forêts. Les Français ne savent rien faire de tout cela. Ils sont obligés de recruter les gens partout et venir s'imposer pour pouvoir créer le désordre, violer, voler et tuer les gens dans les pays africains pour avoir les moyens de leur politique. Donc, il est temps que les Africains trouvent la solution à la monnaie africaine et d'une importance capitale. Ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que la CEAC a pris le devant des gens, sont eux qui sont en Centrafrique, sont eux qui sont, il faut qu'ils soient un peu partout pour mettre un terme à ce banditisme français qu'ils ont imposé partout. Tout à fait. Alors, Patrice Sapak, vous avez évoqué tout à l'heure cette bande de Darozo qui a tenu en haleine le Tchad et la Libye pendant pratiquement 18 ans. Il faut dire qu'un espace assez riche et qui était convoité à son temps par la Libye, qui a mené dans une guerre ardue à cette Tchad. Aujourd'hui, on constate aussi qu'en République centrafricaine, on a découvert également un territoire fortement riche et qui intéresse ces puissances occidentales qui ne cessent de jeter un coup d'œil de ce côté-là. Alors, les deux pays partagent quand même la même histoire. Mais je voudrais comprendre pourquoi la crise centrafricaine peut servir de déstabilisation d'une relation entre le Tchad et la République centrafricaine, mise en musique par les médias français. Mais exactement, parce qu'il faut éviter qu'il y ait une solidarité. Je rappelle, Raoul Pépin Benabela, un script que j'indique souvent à la conscience africaine. Lorsque le président Koliba arrive au pouvoir, en 1981, un remplacement de David Dako que l'on a ramené justement au pouvoir, dont la mission était passée, je le reprécise, en N'Djamena, sans que le président Mali ne soit au courant, alors que ce sont ces gens-là qui étaient ses amis, pour chasser Tombalbaye en 1975. Donc, on est arrivé avec Koliba, mais Koliba
s'est rendu compte, parce qu'il y a une entreprise américaine, Komoko, qui a mené une étude sur le bloc A qui se situe dans les préfectures de la Luampende, la Nana Gribizi, c'est dans le nord-ouest de la Centrafrique, là-dedans qu'il y a un scandale sur le plan pétrolier. Donc 55 000 km² avec 1 million de barils jour prévisionnel, et que il y a une faille géologique justement qui est partie des champs de Doba au Tchad, c'est-à-dire au-dessus de la République centrafricaine, qui a favorisé plutôt la Centrafrique. Ce qui fait que au niveau du bloc A, donc dans le nord-ouest de la Centrafrique, si on commence à exploiter ce pétrole-là, eh bien celui du Tchad va vite arriver. Alors c'est pour ça que le président Koliba et le président Hissène Habré ont voulu mettre en place une plateforme de gestion commune de ces pétroles. Vous voyez, pour que le Tchad ne souffre pas beaucoup de cette affaire-là. Eh bien, Mitterrand s'est fâché et il dit qu'au nom des accords de coopération, le sous-sol tchadien et le sous-sol centrafricain appartiennent à la France. Donc il faut qu'ils arrêtent ça et vite. Alors, Koliba s'est abstenu. Hissène Habré a voulu continuer. C'est ça qui lui vaut les procès à gauche et à droite que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Donc, maintenant, lorsque on est en Centrafrique avec le scandale qui est en train de se produire, il faut bien que comme on est en train d'échouer face à la nébuleuse que le président Touadéra, de manière inédite, a mise en place, c'est-à-dire une coalition avec un pays... Une coalition de six puissants groupes armés. Puissants groupes armés. Qui ont décidé de descendre sur Bangui. Exactement. Donc, il décide de mettre en place le petit pont. Il met d'abord le petit pont à la France, en esquivant Paris dans la mise en place de cette histoire de recalibrage pour la préservation de l'intégrité territoriale centrafricaine, en appelant les Russes, qui font le rapport de force pour aider justement les pays dits les plus faibles face à cette nébuleuse du banditisme international. Ces gars-là arrivent, ils sécurisent le premier socle institutionnel de prééminence de la République centrafricaine, qui est la présidente de la République, et une extinction sur le trésor public qui est juste en face du palais. Et maintenant, les 16 préfectures à Centrafrique sont en voie d'être complètement protégées, ce qui n'a jamais été le cas avec les missions onusiennes, les missions françaises là-bas depuis des lustres. C'est Barkhane, tout ce que vous voulez, avec Sangaris, etc., etc. Donc, ils ne sont pas très contents. Maintenant, quand on regarde que c'est compliqué, il y a le 27 décembre 2020, la dernière élection présidentielle qui se produit là-bas, on est sûr qu'on va déstabiliser, puisque Bangui a subi toutes les secousses, mais malheureusement, ça a été à volo parce que ça n'a pas... ils ont eu en face un adversaire qui a changé. Maintenant, il y a la coalition également des États africains, parce que le président Touadéra a été très intelligent dans cette direction-là. Le Rwanda s'est amené là-bas, parce que vous savez très bien que l'expérience que Paul Kagame a de ce 14 avril 1994, où on a battu en vol un avion avec 2 chefs d'État africains, Juvenal Habyarimana du Rwanda, Cyprien Ntaryamira de Burundi, et l'abattage d'un avion qui a été le déclic pour lier les Hutus contre les Tutsis. Donc il avait à cœur, il connaît très bien la perfidie française dans cette direction-là, et que bientôt la CEMAC va être transformée en CEIAC pour former une très grande zone économique qui va intégrer justement ces pays, le Burundi, le Rwanda et tous les autres. Et donc le Burundi lui-même s'est fait là-bas dedans. Vous savez qu'après l'exécution, à travers cette fausse nébuleuse internationale qu'on appelle le Covid, là, donc on a perdu Pierre Kourouziza, et donc le général Daïchibiye qui arrive vient également suivre la logique de celui de son prédécesseur. Donc il a fait une action au niveau de la République centrafricaine. Le Cameroun a 797 km qu'il partage avec la République centrafricaine. Là-bas, il y a aussi des déploiements pour essayer de protéger la frontière, mais surtout de contrôler la nébuleuse. Il y a la Guinée équatoriale elle-même qui sait très bien que par extension, si on traverse, on arrive au Cameroun, on va se rabattre sur la Guinée équatoriale. Eh bien, elle a aussi posé des actes dans cette direction-là. Donc, vous comprenez qu'il y a la conjugaison justement des efforts et des intelligences à la fois africaines et surtout de la lourde expertise russe pour la préparation des FACA, des forces armées centrafricaines, qui étaient à l'époque mal entraînées, mal formées, sous-payées, qui n'avaient même pas le sentiment national qui doit gouverner justement le travail de ceux qui doivent préserver l'intégrité territoriale. Alors, la France se sent en difficulté. Quelle est la passerelle qu'il faut utiliser? La passerelle idéale, c'est le Tchad. Et puisqu'on note que la base principale, celle de la base principale de N'Djamena pour contrôler Barkhane, les opérations aéroportées, a été mise en place en 2014, et que derrière il y a une base en poste avancé à Faye-Largeau au Tchad. Donc ça fait 2 postes là-bas qui vont permettre qu'ils puissent avancer. Maintenant, derrière, est-ce que le président Déby est ouvert à ce que cette histoire-là passe encore par là-bas pour arriver sur la République centrafricaine, tout en sachant que justement il est ciblé par ces gens-là, et tous
toutes les nébuleuses de rébellion qui vivent en permanence au Tchad et qui sont toujours en train de menacer la stabilité au niveau du Tchad, avec ce RDB qui est toujours au Qatar aujourd'hui, encouragé par ces bandits internationaux, eh bien, et il ne veut pas se prêter à ce jeu. C'est pour ça, Raoul Pepin, que vous êtes intelligent, pour mettre en chapeau justement le conflit qui existerait entre le président Touadéra et le président Idriss Déby. Il n'y en a aucun du tout. Il faut déjà que la conscience africaine sache qu'il n'y a pas de problème entre le président Idriss Déby et le président Touadéra, si ce n'est qu'ils sont en train de vouloir mettre en place justement une plateforme pour préserver l'intégrité territoriale de toute la zone économique, d'abord de leur pays, et puis l'Afrique, la zone économique centrale et de la CEAC. Donc il n'y a aucun problème, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Merci à vous, Patrick Sapar. Nous allons prendre l'instant des téléspectateurs maintenant. Sinon, je reviendrai à vous d'ici quelques minutes. Ouvrons donc cette ligne pour permettre à nos téléspectateurs d'agir ce matin. Monsieur, bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Bonjour, mon très cher grand frère Raoul Pepin Benin. Je transmets mes salutations à tous les invités. D'une part, M. Sapak, d'autre part, M. Ndé, ainsi que l'ensemble de ceux et celles qui nous suivent une fois de plus en ce début de semaine. Donc, c'est encore Delphin de Bujumbura. J'apprécie une fois de plus le déroulé historique de M. Sapak. Il nous permet de replonger dans l'histoire, comme si nous étions en train d'y en live avec l'ambassadeur de la CEAC à Bangui, c'est-à-dire l'ambassadeur Nahai Adolphe. Il se trouve que je suis son fils. Je ne suis pas là pour raconter ma vie, mais je veux démontrer que on peut vivre de longues années en dehors de l'Afrique, mais tout de même garder un intérêt fort pour le continent mère. Donc cet ambassadeur m'a informé que les pays qui ne souffrent pas de l'influence de l'Élysée, c'est-à-dire grosso modo le Burundi, le Rwanda, vont travailler plus en avant avec les FACA et bien sûr la Russie pour nettoyer en fond en comble le territoire de gens comme Bozizé et autres, parce qu'il se trouve qu'au Burundi nous avons une méthode qui fonctionne depuis des décennies. Toutes les personnes qui prétendent se comporter comme Bozizé ou encore celui qui prétend gouverner la Côte d'Ivoire en ce moment, nous leur donnons toujours trois choix. Soit ils reprennent un peu la raison et deviennent patriotes, ou bien nous leur retirons notre citoyenneté et rejoignent leurs amis soi-disant bavards, soi-disant démocratiques du côté de l'Europe ou des États-Unis, ou alors ils finissent au cimetière. Nous ne pouvons plus nous permettre aujourd'hui de dialoguer avec des gens qui ont clairement l'intention de nous éliminer sans nous défendre. D'ailleurs, M. Simon l'a très bien rappelé. M. Déby souffre du fait d'avoir une base militaire française dans son pays, ce qui n'est pas le cas par exemple du Burundi. Donc, moi ce matin j'encourage les efforts qui sont faits par exemple par le Cameroun, au niveau de la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique, et nous allons continuer sur cette dynamique, sur cette lancée. M. Sapak a eu très raison aussi de rappeler l'expérience malheureuse qu'a eu le Rwanda avec ce maudit pays qu'est la France. Et je précise, l'élite de la France, nous n'avons rien contre le peuple français, mais les méthodes de l'élite française doivent être dénoncées et combattues, sans pitié. Et donc à partir de cela, nous allons effectivement travailler dans ce sens-là, à la fois sur la bataille médiatique, mais aussi diplomatique, mais aussi militaire, pour que d'ici 20-50 ans, nous ayons une CEAC qui a complètement absorbé la CEMAC. Nous nous aurons débarrassé du franc CFA, je vous garantis que nous, on ne plaisante pas avec ça. Et nous allons mettre en avant des grands pays comme la RCA, justement. Nous allons donner la place qu'elle mérite dans la CEAC et dans la sous-région, avec des pays aussi influents comme le Cameroun et d'autres. Donc il faut simplement continuer le combat. Nous sommes en train de remporter des batailles décisives, mais nous devons garder présent à l'esprit que nous sommes encore loin d'avoir gagné la guerre. Voilà, pour ne pas monopoliser le micro, je m'arrête ici et puis je vais suivre le reste des développements. Afrique Média, Le Monde c'est nous. Bon début de semaine encore. Recevez notre bonjour, monsieur. Merci d'avoir été venu ce matin. On rentre au standard. Forcément, ça se bouscule de ce côté-là. Bonjour et bienvenue sur les Rouges, vous aussi. Oui, allô? Allô? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez?
Ok. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Pépin. Bonjour, monsieur Chapac. Et puis bonjour, le doyen Simon. Moi, je voudrais intervenir ce matin sur le sujet. Et oui. Donc, moi, je pense que la France et les rebelles signent et persistent. Hein. Cependant, je pense que M. Touadéra va travailler mathématiquement et puis chirurgicalement. J'ai pas de doute là-dessus. Seulement, il faut que le président travaille intraitable sur la notion d'impunité. Ces gens qui ont commis des crimes doivent être traduits en justice et sanctionnés. Et je pense que, en effet, ce n'est pas dans l'intérêt de la France que les leaders noirs avec du sang dans les mains puissent être condamnés, car cette confusion fait que la France se dédouane lâchement de ses crimes. Et d'ailleurs, on peut pousser loin en parlant de l'esclavage. Cette impunité latente laisse croire que dans ces crimes-là, les Noirs ont une part de responsabilité. D'ailleurs, c'est pour cela que les Noirs du continent américain, aujourd'hui, ils sont confus à propos du sujet. C'est pour cela que je pense que la France cherche à montrer à la communauté internationale que ces Noirs, ce sont des simples sous-hommes qui s'entretuent et qui sont capables de couper la tête de leurs frères pour en trois francs 6 sous. Donc on voit bien que ce problème est tellement lugubre et que la France nous a quelque part poignardé dans le dos depuis très très longtemps. Et là on voit bien que le conflit en Centrafrique, c'est même pas un conflit de développement. Qui ose croire aujourd'hui que Touadéra est dans le mauvais chemin? On voit bien que c'est un conflit ethnique. Et c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui on doit assainir en amont ces problématiques que la France a posées en Afrique. Et moi, je persiste là-dessus. On le voit systématiquement en Afrique. La plupart des guerres, c'est des guerres ethnico-religieuses. Il faut qu'on regarde ces micmacs de frontières, ces micmacs de ces ethnies que la France a posées par-ci par-là. Posez-vous la question. Imaginez un jour qu'en France, on a 25% de Caucasiens, 20% de Maghrébins, 18% de Nord d'Afrique. Je vous pose la question, chers Africains, posez-vous la question, quelle serait la France en ce moment-là? Voilà ce que la France a créé en Afrique. Et systématiquement, nous avons des problèmes. Et ces problèmes-là, il faut qu'on puisse les résoudre en amont. Sinon, ça va être compliqué parce que je ne vois même pas en quoi des rebelles en Centrafrique aujourd'hui contestent le travail et la présidence de M. Touadéra. Je suis vraiment perdu. Là, c'est vraiment quelque chose qui est sorcier. Je m'arrête là. Je vous souhaite un bon début de semaine et puis vive Afrique Média. Merci. Merci à vous, messieurs. Et nous vous attendons incessamment. Nous rentrons au standard. Monsieur, bonjour et bienvenue sur Les Rouges. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes avant. Bonjour. Vraiment, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, avec le conflit dans le conflit, je pense que c'est une stratégie. Quand vous regardez cette modèle français qui a été créé pour détruire l'Afrique, ils ont essayé d'amener les rebelles passant par le concours de Bouboué et ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, là, ils veulent mettre suppression. Nous avons une mauvaise qualité du son qui résonne ici. Messieurs, n'essayez pas de vous l'écouter, s'il vous plaît. Et surtout, prenez des dispositions d'avoir une écoute assez acceptable pour vous permettre d'accéder aux antennes. Nous repartons forcément au standard. Quelqu'un d'autre est là? Bonjour et bienvenue sur Les Rouges. Ok, nous reviendrons forcément en attendant que nous ayons ces signaux de l'autre côté là, pour nous dire si ces téléspectateurs sont encore là pour réagir également par rapport à ce sujet. Je vous rappelle qu'il s'agit de ces lynchages médiatiques savamment orchestrés par France 24 et RFI, qui ont donc inventé une information comme à leur habitude, mettant d'ailleurs nos stats
au centre d'une rébellion qui tourmente en ce moment la République centrafricaine. Il faut dire que selon les informations reliées par France 24 et RFI, il se pourrait que les mercenaires tchadiens auraient donc infiltré les rangs des rebelles centrafricains pour déstabiliser le pouvoir de Touadéra, mais il n'en est rien. Nous essayons d'ailleurs de démontrer cela ce matin. Simo, nous y reviendrons forcément sur tout cela. On est quand même dans cette guerre médiatique, on va le dire, parce que il y a un savant qui avait dit pratiquement le 21e siècle sera celui de la prochaine guerre mondiale sera la guerre de la communication. Alors, comment comprendre donc le fait que la France tienne absolument à tenir en haleine ces pays, c'est-à-dire le Tchad, la République centrafricaine, alors même que on pense que ce soit des pays indépendants, au-delà de la richesse que ces pays démontrent, n'y a-t-il pas là une autre volonté de nuire? En réalité, M. Bernard, il faut savoir que quand c'est la France qui annonce qu'il y a des rebelles tchadiens qui ont intégré la rébellion centrafricaine, il faut se poser des questions. Comment il faut pouvoir être au courant? S'ils peuvent déjà avoir ces informations, ça veut dire qu'ils connaissent beaucoup de choses qui se passent en Centrafrique et qui sont au cœur de ces histoires. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse une analyse au premier degré. Des gens qui sont à 6000 km, ils savent qu'il y a des rebelles tchadiens qui sont rentrés dans les groupes de mercenaires pour déstabiliser le pouvoir de Touadéra. Attends, comment ils le savent? Il faudrait qu'on m'explique comment ils font pour le savoir. Ça veut dire qu'ils sont capables de connaître beaucoup de choses et ils cachent au président centrafricain et au président tchadien. Il a lieu d'interpeller ici l'Union africaine qui ne fait même pas 1% du travail qu'il devrait faire. Et c'est malheureux. Quand je pense toujours à cette histoire de l'Union africaine, ça me fait pitié et c'est pitoyable. Voilà une organisation qui jouit de l'argent des Africains, mais partout où les Africains ont des problèmes, il y a même personne lève le petit doigt pour dénoncer. Il me souvient que le président de la commission de l'Union africaine, c'est un Tchadien, paraît-il. Tout à fait. Moussa Faki, vous parlez du président de la commission de l'Union africaine. Jusqu'à présent. Une guerre qui se passe à la porte de son pays. Il ne fait aucune déclaration. Aucune. Il ne convoque même pas une réunion de l'Union africaine pour dénoncer, pour savoir. Les avocats africains qui sont prêts à revendiquer des inutités ne se mettent ensemble pour porter plainte contre la France, pour déstabilisation des pays africains. C'est une honte. Je me pose la question, qu'est-ce qu'on a mis dans le cerveau des Africains? Qu'est-ce qu'on est devenu? Je pense que la plupart, sans aller en classe, ils n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont jamais été à l'école. Je suis désolé. On peut avoir des tonnes de valises, de diplômes, mais vraiment, on manque d'éducation. Parce qu'à ce niveau, quand aucun intellectuel, excusez-moi de les appeler intellectuels, parce que ce sont des intellectuels, ce ne sont pas des intellectuels. S'ils ne peuvent même pas se lever le petit doigt pour défendre leur continent, ils vont défendre quoi? C'est une honte. C'est le lieu ici d'interpeller tous ces Africains qui sont à la diaspora. Que les avocats se constituent en groupe pour défendre le continent africain. Ils sont capables de saisir la CPI. Ils sont capables de saisir l'ONU. Ils sont capables de saisir toutes les instances qui dirigent ce monde pour porter plainte contre les pays qui déstabilisent l'Afrique. Vous croyez que la plainte peut prospérer? Mais celui qui lutte peut perdre, mais celui qui ne lutte pas a déjà perdu. Ils essayent quand même d'abord. Il faut essayer. Qu'est-ce qui vous empêche d'essayer avant de perdre? Non, je dis, monsieur, c'est pour ça que je vous ai dit parler du programme panafricain pour le développement du continent, parce que je dis que si les avocats se mettent ensemble, si les experts des audits se mettent ensemble, si les experts en ressources minières se mettent ensemble, si tous ces gens se constituent hors de l'Afrique et forment un lobby, je pense qu'on peut prendre des décisions en Afrique et libérer complètement l'Afrique de ces prédateurs qui sont en permanence installés sur nos sols. Parce que nos enfants qui ont été formés à l'extérieur ne font aucun effort. Merci à vous, doyen Simo. On va rentrer donc au standard où quelques téléspectateurs y sont déjà. Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour d'avoir pris mon appel. Je remercie aussi vos invités. Moi, je donne tout mon soutien au président Déby pour sa lutte, parce que le Tchad dépense beaucoup de ressources pour assurer la sécurité de son pays et de sa population. Alors, moi, j'aimerais néanmoins quand même donner, en tout cas, pas donner, mais proposer quelques pistes de solutions au président Déby pour sortir de la situation. Vous savez que RFI, France 24 sont des médias d'État français. N'est-ce pas? Ça veut dire que les positions que ces médias prennent
sont en quelque sorte des positions officielles de la France. Puisque la France officielle n'est pas sortie pour dénoncer ce que leur média dit. Ça veut dire que le gouvernement français approuve ce que leurs médias disent. Alors, moi, je propose au président Déby de prendre deux décisions. La première décision, il faut que le président Déby dise que, bon, à partir de maintenant, là, lui, il n'utilise plus le franc CFA. Parce que c'est à partir de ce franc CFA que la France peut déstabiliser le Tchad. Deuxième solution, il faut que le président Déby dise qu'il ne veut plus des militaires français sur son territoire. Donc, qu'il mette fin à la base militaire au Tchad. Comme ça, là, la France n'aura plus d'emprise sur le Tchad. Vous voyez? Maintenant, tant que le président Déby ne fait pas ça, nous, on a l'impression que, bon, il y a une contradiction entre la position du président Déby et ce que la France peut faire du mal, n'est-ce pas, au Tchad et dans cette sous-région. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur. Nous repartons forcément au standard. Monsieur, bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Ok, nous y reviendrons forcément. Patrice Sapar, je m'intéresse à vous maintenant. Il faut rappeler qu'en République centrafricaine, c'est 12 000 casques bleus en ce moment. 300 000 soldats rwandais qui jouent d'ailleurs les avant-gardes de ce pays. Vous avez l'aviation russe en ce moment aussi opérationnelle en République centrafricaine. Le pays en demande encore environ 3 000 casques bleus pour contenir et détruire entièrement cette rébellion. Il faut dire que ce pays a besoin de 3 000 casques bleus et un matériel sophistiqué de pointe pour leur permettre finalement d'enrayer définitivement la rébellion qui nuit ce pays depuis pratiquement 2012, il faut le rappeler. Patrice Apak, face donc à ce bordel, on va dire, au fait, dans ce bordel qui ne profiterait que à l'ancienne puissance coloniale qu'est la France, quel est l'enjeu de ce nouveau scoop? Le scoop inventé, bien sûr, par les médias français. Mais c'est traditionnel. Nous intervenons en Libye pour permettre au peuple libyen de prendre lui-même ses responsabilités, son destin en main. Ça, c'était Sarkozy, relayé par ces médias du mensonge international. C'est-à-dire que la Libye avait un problème. Pourtant, le président, le guide Muammar Kadhafi, gérait la Libye mieux que 70% des chefs d'État sur ces pays du banditisme international. Sarkozy, qui faisait ses déclarations aux Indes, ne pouvait pas gérer la France comme le président, le guide Muammar Kadhafi gérait la Libye. Je note que tout était gratuit en Libye. Électricité à usage domestique gratuite, eau gratuite, école gratuite, hôpital gratuit. Lorsque vous naissiez dans une famille libyenne et que vous étiez inscrit dans le livre familial, vous aviez $300 tous les mois jusqu'à ce que vous atteigniez l'âge de la majorité. Ça, c'est ce qui se passait sur le plan interne. Maintenant, sur le plan continental, il a mis en place des instruments pour l'existence africaine. Le Fonds monétaire africain, qui allait être abrité à Yaoundé en termes de siège, Abuja allait abriter la Banque centrale africaine pour jouer sur les marchés, et puis Sirte en Libye devait prendre en termes de siège la Banque africaine de développement et des investissements. Et puis, l'Afrique devait battre sa monnaie en janvier 2014. Alors, il n'y avait aucun problème en Libye. Mais nous intervenons en Libye parce qu'on va permettre aux Libyens de prendre eux-mêmes leur destin en main. De quel destin il s'agit? Sarkozy a été incapable de gérer la France avec tous les problèmes là-bas. Et il a donc par voie de conséquence été incapable de rempiler. C'est pour ça que l'accident de l'histoire que l'on a connu en France avec François Hollande l'a évacué du pouvoir. Les médias français sont intervenus là-dedans de manière forte. Alors, quand nous étions en Côte d'Ivoire, je me souviens que Sylvain Attal, et un monsieur comme ça là, avec une tête indescriptible, s'est retrouvé avec Ouattara dans une interview où il lui demandait de faire tout pour arrêter Gbagbo. Hein? Est-ce que c'est le rôle des médias, Raoul Pépin-Benabéla? Mais vous faites comment? C'est vous le président. Et il faut mettre un terme à ça. Arrêtez alors que les gens étaient embusqués dans un hôtel en Côte d'Ivoire pour aller imposer aux Ivoiriens d'accepter que c'est eux qui ont désormais le pouvoir. Donc sans passer par les institutions ivoiriennes. Les médias français s'y sont investis lourdement.
Alors, les médias que j'ai même pas envie de citer ces médias-là, parce que c'est des choses qu'il ne faut pas garder dans la conscience et le subconscient des Africains, pour diffuser ça à la conscience de la jeunesse africaine. Et ils ne sont là que pour encadrer, sur le plan médiatique, la logique française de l'ensevelissement de l'humanité qui doit exister en les peuples, notamment les peuples africains, pour pouvoir mettre en place des complots partagés, des coups d'État sanglants organisés, et puis nourrir la population, comme j'ai l'habitude de dire, par les dépouilles mortelles africaines. Nous avons 69 coups d'État en 60 ans, en moyenne un coup d'État par an, avec 29 leaders assassinés et présidents assassinés. Donc, ça, ce n'est pas l'Afrique, ce n'est pas le Tchad, hein, qui a fait qu'on ait les 7000 morts sur les 2 épisodes de Djoto et de Bozizé en Centrafrique. Les 13 000 morts qu'on a connus en Côte d'Ivoire pour installer Ouattara, ce ne sont pas les Africains. Les 7 000 morts qu'on a connus en Libye pour Trembalo sur la Mondovision, Kadhafi comme un chien, ce n'étaient pas les Africains. C'était eux. Et c'était ces gens-là qui étaient accompagnés par ces médias du Néandertal, parce que c'est à l'époque que des choses comme ça marchaient. Et j'ai toujours l'habitude de dire que nous appartenons pas à la génération 60, nous ne connaissons pas les réseaux, et donc nous n'avons pas les complexes parce que nos aînés se sont embourbés là-dedans, mais l'adversaire a changé parce que la méthode a changé. Donc, les médias français ont énormément à faire. Ils ont déjà accompagné pour dire que ce sont les présidents Trump qui est parti. C'est compliqué, les 45 millions à la France pour continuer sa sale besogne au niveau du Sahel. Il a décidé parce qu'il ne voit pas justement le bien fondé opérationnel de cette affaire-là. Mais ce sont les médias, ces médias mensonges qui ont aménagé dans les consciences des esprits opaques et très mal éclairés que c'était nécessaire. Mensonge à gauche, mensonge à droite. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la mythomanie, c'est-à-dire la tendance pathologique au mensonge. Mais derrière, il y a le statut de crétois. Le crétois, c'est quelqu'un qui commande, c'est-à-dire le mythomane. Lui, déjà, son organisme ne peut plus fonctionner normalement sans mentir. Donc, il en est dépendant. Sauf que le crétois, lui, c'est la forme exacerbée de la mythomanie. C'est-à-dire qu'il commence à croire lui-même à ses propres mensonges. Donc, c'est ce qui gouverne justement la vie française sur nos espaces. C'est-à-dire qu'ils mentent en permanence, mais ils commencent à croire à leurs propres mensonges. Ils croient que c'est la vérité. Nous avons eu le déploiement de ces bandits qui expliquaient comment ils sont allés inoculer le virus ici là, au Mozambique aux enfants, et qui sont allés lourdement armés de Santos pour tuer Savimbi, parce qu'il fallait absolument revenir au niveau du Congo-Brazzaville pour liquider pratiquement 6000 morts du mois de juin jusqu'en décembre 1997 pour enlever Pascal Lissouba et remettre Sassou au pouvoir. Et ils ont tout expliqué. Et ce sont les médias français qui ont aménagé ça. Alors, donc, la chose est claire. Il faut que ce soit bien clair dans la conscience de tout le monde. Les médias français, quand ils disent 20 mots, il y a 19 mensonges et demi. Donc, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Et donc, nous avons l'obligation de mettre en place notre système de traitement d'information, de traitement sur le plan satellitaire afin qu'on puisse avoir l'exactitude de l'information dont le peuple africain a besoin, justement, pour poser les orientations stratégiques qui vont permettre qu'on puisse construire notre existence. Donc, il n'y a pas de conflit, je répète, entre le président Idriss Déby et le président Touadéra. Ce sont deux hommes dans leur comportement qui sont iconoclastes, justement par rapport à ce dispositif perfide français. Ici, et ils balbutient ces Français-là à mettre sur route une stratégie qui va leur permettre de continuer de faire main basse sur les ressources à la fois tchadiennes et centrafricaines, parce qu'on a longuement indiqué le potentiel qu'on a au Tchad, parce que là-bas c'est la 5e économie d'Afrique centrale, mais surtout la 5e plus grosse surface en termes de superficie. Ça fait 1 284 000 km² au niveau du Tchad, avec de lourdes richesses qui sont en train d'être découvertes au niveau du lac Tchad. On sait déjà que les champs de Doba ont énormément de pétrole qui se sont encore déclarés. Donc il faut absolument sécuriser ça.
La Centrafrique, c'est un scandale géologique. Il n'y a pas un seul endroit sur la République, les 622 000 km, la République centrafricaine, où il n'y a pas de minerais. Même l'aéroport de Bangui Poko est sur un scandale en uranium. C'est pour ça qu'ils sont toujours là, parce qu'ils ne veulent pas quitter cet endroit-là. Vous savez très bien ce que l'uranium fait, parce que le Niger déploie l'uranium et que la France, qui soit le premier producteur dans cette affaire-là, qui est vierge comme une fille qui vient de sortir du ventre de sa mère en termes de ressources, est obligée de se servir de l'uranium du Niger pour allumer 4 des 5 ampoules qui s'allument en France et bomber le torse comme celui qui est à l'écran là pour raconter qu'ils sont dans les pôles d'échange secondaires, etc. Donc l'Afrique va rester aux Africains, les adversaires ont changé, ce n'est plus, c'est un peu l'environnement où il fallait aller prendre les chefs d'État, les placarder là sans aucune légitimité. Et coller une légalité qui n'existe nulle part. Donc, c'est terminé. C'est terminé, Raoul Pepa Bella. Il n'y a pas de problème. Il faut le remarquer. Il n'y a pas de problème entre le président Touadéra et le président Idriss Déby, si ce n'est qu'ils sont en train de mettre en place une plateforme avec le père d'Afrique centrale et pour que finalement on puisse se servir de ces éléments de succès pour sécuriser nos zones et que nous puissions dynamiser nos économies finalement et qu'on puisse s'adresser au monde entier en toute sécurité sans avoir pensé. Alors pour rejoindre sur vos statistiques territoriaux, on va rappeler que le territoire centrafricain c'est quasiment la France métropolitaine, la Suisse et la Belgique réunies. Il faut le rappeler, donc c'est un vaste territoire. Jadis considéré comme des comptoirs françaises à l'époque coloniale qui devenait et qui n'intéressait pratiquement personne. Aujourd'hui, la République centrafricaine est au centre de tous les intérêts. Et on veut comprendre pourquoi cette République centrafricaine serait au centre de tous les intérêts. On va y revenir avec vous, Simo. Rentrons dans le standard maintenant où un téléspectateur nous attend depuis fort longtemps. Monsieur, bonjour et bienvenue sur René Rouge. Alors, s'il vous plaît, rassurez-vous que vous avez effectivement calé le téléspectateur pour nous permettre de ne pas perdre assez de temps aux antennes de cette façon-là. Alors, M. Simo, je m'intéressais quand même sur ce territoire qui jadis n'intéressait personne. Aujourd'hui est devenu pratiquement au centre de toutes les attentions la République centrafricaine. Alors, que gagnerait la France dans ce conflit qu'elle veut créer entre le Tchad et la République centrafricaine? Mais monsieur Benabia, vous m'étonnez un peu. Vous dites que la Centrafrique était inconnue, ne l'intéressait personne. Je vous rappelle que monsieur Giscard d'Estaing a régné en Centrafrique, au camp de l'empereur Bokassa. Il a fait des choses. Il a même fait un enfant sur le dos du chef d'État centrafricain. Il a des hectares de terrain, de forêt en Centrafrique. La France a pillé la Centrafrique depuis la nuit des temps. Barthélemy Boganda a été tué par les Français. Les chefs d'État centrafricains ont été tués pour des raisons évidentes, pour les zones d'exploitation des minéraux, l'or, le diamant et tout ce que vous pouvez imaginer. La Centrafrique, c'est un scandale géologique. Ne l'oubliez pas. Au contraire, la France a passé tout le temps à cacher ce pays, à cacher tout ce qui se passe dans ce pays pour des raisons évidentes. Donc on ne peut pas prétendre que la Centrafrique n'était pas... Non, la Centrafrique était bien connue, mais cachée par les Français parce qu'ils l'exploitaient pour leurs intérêts propres. Vous ne pensez pas que la France peut aller mettre une base militaire dans un pays qui ne les intéresse pas? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Installer une ambassade, installer une base militaire à côté de l'aéroport. C'est vous dire l'importance de la Centrafrique pour les Français. Pour la simple raison que tous les ressources minérales qui tiraient dans le sol, ils passaient directement par l'aéroport et partaient. Exactement comme l'ONU, qui est en Centrafrique, dans tous les pays africains, s'occupe de l'exploitation minière. Ils ne s'occupent pas de la sécurité, contrairement à ce qu'on peut penser. Donnez-moi le bilan d'un seul pays où l'ONU a réussi à faire taire la guerre. Un seul pays. Donnez-moi. Faisons le bilan. Non, quand je vois les gens, on dit, la Centrafrique a besoin de 3000 militaires de l'ONU. Je dis, pour faire quoi? Pour continuer à piller le sol et le sous-sol? Pour continuer à tuer, à agresser les femmes? À violer les enfants? Non! Il faut mettre certaines bases d'histoire. C'est pour ça que je dis, si les Africains du monde entier se mettent ensemble,
On a dans les pays occidentaux des gens qui ont été formés dans l'armée, qui travaillent même dans les armées des autres de ces pays. Ils peuvent se mettre en place pour proposer des stratégies aux pays africains pour défendre l'intérêt des pays africains. Les gens qui ont fait médecine, ils sont nombreux. Ils peuvent se mettre ensemble pour proposer, construire des cliniques dans les pays africains et les diriger et sauver les peuples. On a des gens qui ont fait chimie, qui ont fait pharmacie, qui peuvent se mettre en place, venir transformer une matière première en produits finis pour soigner les Africains. C'est quoi cette histoire où on va apprendre et on reste dans les pays pour développer les pays occidentaux par rapport à nos pays? C'est pour ça que j'interpelle tous les pays, nos enfants qui sont à l'extérieur, qui se mettent ensemble par corps de métier pour réfléchir et commencer à mettre de l'argent dans un compte et rentrer en Afrique, être des actionnaires dans tout ce qu'ils peuvent créer. C'est possible. C'est possible. Je ne sais pas pourquoi les gens peuvent rester en Occident, raconter des histoires, dire que l'Afrique c'est le paradis. L'Occident, c'est l'enfer. Je le dis parce que j'ai vécu dans ces pays, je sais ce que c'est. Les gens dorment dans la rue partout, ils veulent raconter qu'ils sont au paradis. Non, je suis désolé. Il faut que les gens rentrent en Afrique où c'est le paradis. C'est pour ça que les Occidentaux sont obligés de fuir leur pays pour venir en Afrique parce que c'est le paradis. Il n'y a pas de paradis dans le monde. Tout à fait. Simon, le doyen, le panafricaniste par excellence, merci pour ce fait. Allons-y au standard, on nous attend ces téléspectateurs. Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ligne Rouge. Oui, bonjour monsieur. Oui, moi c'est Mohamed Yacoub. En fait, je voulais intervenir sur l'intervention du président français. Il veut nous fermer les yeux. Parce que au Cameroun, je me rappelle quand le président français a donné son sous-sol aux Chinois, les Français, ils ont essayé d'organiser Boko Haram pour déstabiliser les projets. Et quand ils ont voulu mettre aussi un conflit pour extraire le sous-sol camerounais, ils ont envoyé une guerre interreligion. Parce que Boko Haram, c'est des musulmans. Pour que les musulmans et les chrétiens entrent en guerre, pour qu'ils viennent avec l'ONU, l'armée française pour commencer à extraire le sous-sol camerounais. Comme le président Paul Biya a été très sage, il a trouvé une solution prompte à ça. Ils sont allés au nord-ouest en sachant que la guerre interreligion n'a pas été. Ils ont essayé de mettre entre les anglophones et les francophones dans des problèmes pour qu'ils commencent la guerre. Alors, il est parti. Monsieur, merci beaucoup pour cette intervention. Patrice Zapac, on revient à vous maintenant. Alors, on veut comprendre maintenant l'intérêt que la France gagnerait à mélanger la République centrafricaine et le Tchad. Oui, je l'ai expliqué à suffisance, Raoul. Il y a les richesses centrafricaines que j'ai longtemps expliqué. Il faut que je répète ça à la conscience africaine. La Centrafrique, dont je dis que c'est un scandale géologique, fait que lorsque vous êtes dans le bloc A, la préfecture d'Abakaga, c'est dans le nord-est de la République centrafricaine, il y a le deuxième site pétrolier, qui est le site de Boromata, et c'est sur ce site que Bozizé a eu l'outrecuidance de mettre le petit pont à ses amis, qui l'ont mis au pouvoir, en donnant un permis d'exploration à la Chine. Et c'était à 20 km du village de Diotodia, donc qui est originaire de là-bas. C'est un autre scandale sur le plan pétrolier. Lorsque vous êtes dans la partie sud-est, c'est-à-dire avec le Ombomo, le Mbomo, la Haute-Kotor, la Basse-Kotor, vous avez là un scandale en gaz qui est dans la frontière avec le Darfour et le Soudan. C'est là, justement, que cette guerre-là, qui nous a fait encore 1 million de morts sur le continent africain, s'est produite. Et ils veulent donc construire à Bria. Bria, c'est à cheval entre ce bloc, ce site de Boromata, c'est-à-dire la Bakaga, et la partie sud-est. Ils veulent construire là-bas une base pour contrôler à la fois le pétrole du nord, le gaz du sud, notamment dans la partie est. Bien.
lorsque vous partez de là, vous vous retrouvez au niveau de la Sangam Baïré. La Sangam Baïré, c'est dans le sud-ouest de la Centrafrique. Vous vous étendez vers la Lobaye pour arriver à quelques encablures de Lobela Poko qui porte la capitale Bangui. Eh bien, c'est un scandale en termes de bois. C'est pratiquement les 27% du bassin du Congo. Alors, quand vous sortez de là, vous remontez par la Mambéré KDI qui est frontalière au Cameroun à la KDI, au département de la KDI, ou encore la Nana Mambéré qui est frontalière au Lomé-Dieram dans la partie septentrionale de ce ouest africain et face au Lomé-Dieram au niveau du Cameroun, eh bien, c'est un scandale en or et en diamant. Donc quand vous êtes dans cette Mambéré KDI là, vous partez de Gamboula, Berberati, Carnot, Baoro, c'est énormément de diamants. Alors, dans la partie nord-ouest, vous avez Luam Pende, la Nana Gribizi, dont est originaire. Justement, celui qui a se balader sans domicile fixe, on appelle Bozizé, où il allait se réunir avant qu'on ne décide de mettre en place justement cette nébuleuse militaro-politique portée par lui et puis de Loguélé. Eh bien, là-bas, c'est le bloc A dont je parlais, sur lequel Kolimba et Senabré avaient mis une plateforme de gestion commune. Ça, c'est le plus gros site pétrolier de la République centrafricaine. 55 000 km² avec 1 million de barils le jour prévisionnel, dès qu'on commence à se faire. Vous avez, justement, dans l'Ombela Poko, au niveau de Bambari également, dans la préfecture d'Awaka, c'est dans le centre de la République centrafricaine. Là-bas, c'est un scandale en uranium. C'est pour ça que je disais que l'aéroport de Bangui Poko était sur un scandale en uranium. Vous voyez très bien que tous les centimètres de la République centrafricaine sont faits à l'intérieur seulement du scandale sur le plan géologique. Alors, donc, il y a un accord là-bas, que vous connaissez très bien, Raoul Pépin Bela, qui signale que sur les matières premières stratégiques, le sous-sol centrafricain appartient aux Centrafricains seulement sur 20 mètres. Juste l'espace pour enterrer leurs morts et creuser les puits d'eau. Plus bas, c'est la propriété française. Il faut donc préserver ça, Raoul Pépin Bela. Pour préserver ça, il y a eu ce que Simon vous a évoqué, c'est-à-dire le 29 avril 1959, avec l'assassinat, l'instrumentalisation de ce crash d'avion dans la forêt de Batalimon, dans le sud de Bangui, de Barthélemy Bokanda, qui était le premier visionnaire de cette Centrafrique-là, et qui est maintenant repris en termes opérationnels stratégiques par Touadéra, parce que tous les autres qui se sont succédés après l'assassinat de Barthélemy Bokanda, c'est-à-dire David Dako, Jean Bédel Bokassa, David Dako encore, Kolimba, Patassé a voulu un peu bouger, on lui a dit tu bouges pas, et Bozizé qui est arrivé une énorme calamité, ensuite Jotodia qui a mené une diplomatie bizarre au niveau du Soudan, qui est venu se rejoindre justement cette nébuleuse de Sélékala pour descendre à une vitesse exponentielle sur Bangui. Et puis Sabapan Zaki a essayé de faire comme elle n'habitait même pas d'abord à la présidence de la République, au palais présidentiel. Donc ça a été compliqué. Tout le monde s'est rabattu à Paris pour aller chercher les orientations. Mais Touadéra a donc décidé de ne plus emprunter ce couloir parce qu'il n'est pas fait par les réseaux france-africains. Alors, maintenant, il faut donc trouver un exutoire, une orientation pour palliative. Puisqu'on est en train de perdre la Centrafrique en réalité. Donc au niveau du Tchad, comme je l'ai dit, c'est le couloir. Là, au Tchad également, il y a énormément de pétrole qui vient d'être découvert au niveau de cette zone du lac Tchad. Et il y a les champs de Doba qui sont encore très lourds aujourd'hui. Il y a l'agriculture et l'élevage qui sont en train de pousser parce que dans la diversification économique, eh bien, le président Idriss Déby est en train de mettre en place une sorte de calibrage et qu'il y a encore des blocages structurels qui empêchent d'aménager justement une prospérité dans cette direction-là. Donc, il faut donc emprunter ce couloir dont j'ai dit que c'est le couloir idéal, celui qui a permis d'aménager et d'encadrer la fameuse guerre sur la bande d'Aouzou, aidé en cela par ces bandits internationaux, et qui a été le couloir pour la guerre du Darfour, qui nous a fait également 1 million de morts, et aujourd'hui qui est le couloir idéal pour tous les pouvoirs centrafricains et tchadiens, c'est-à-dire que quand vous êtes parti de Tobalbaye, vous êtes arrivé sur Maloum, vous êtes arrivé sur Gougouni Wede, vous êtes arrivé sur Sénabré ou encore sur Idriss Déby, le couloir a été traditionnel, Libye, Soudan, Tchad. Et pour la Centrafrique, c'est également le même couloir. Donc, il faut donc, puisqu'on a aménagé au niveau du Tchad, deux bases. Une base principale de Barkhane, pour que, et on a dit à Déby de ne pas avoir un seul œil sur le fonctionnement de cette Barkhane-là, à N'Djamena, la capitale,
et que Faye Largeau abrite une base en poste avancé, donc on peut se servir de ça puisqu'on a souvent fait du chantage sur le président Déby et on a fait l'effort de garder des groupes rebelles dans ce pays-là en permanence, qu'on peut activer à tout moment, chaque fois que Déby va vouloir balader la lumière de sa raison dans les obscurités sacrées de ce système-là, eh bien, on va utiliser cette affaire. C'est pour ça donc qu'il faut l'emballement. L'emballement de ces deux zones, mais surtout avec une stratégie de division. C'est-à-dire créer une animosité entre deux chefs d'État qui sont exaspérés par ce comportement perfide et malhonnête de la France sur le continent africain. Il faut les mettre dos à dos. Il faut qu'ils se regardent en chair de faïence, des frères qui doivent devenir des ennemis pour permettre à ces bandits internationaux de continuer la sale besogne. Donc, tout ce qui s'est passé au Tchad, avec tous les morts, à gauche et à droite, parce qu'on dit, si on commence à vous compter les milliers de morts qui sont tombés au Tchad, à la faveur de ces coups d'État successifs et permanents, c'est un scandale. Et quand vous revenez en Centrafrique, c'est encore un autre scandale, en termes de perte en vie humaine. Donc, ils veulent donc les mettre dos à dos, et pour que les gens ne voient rien, et comme comment ceux qui sont dans ce que les autres appellent souvent une contestation primaire, ceux qui ont une compréhension au bout du nez, pour que les gens disent, non mais écoutez, c'est peut-être Déby le problème, hein? C'est peut-être Touadéra le problème, c'est peut-être les Africains qui sont les problèmes. Ils ont, je ne suis pas en train de, il faut que ce soit bien clair, Raoul Beba. J'ai toujours dit qu'il y a deux groupes de personnes dans le marasme de l'Afrique, en termes de responsabilité, c'est-à-dire les bandits internationaux et puis les bandits nationaux. Mais maintenant, dans la situation de responsabilité, lorsque vous avez compris qu'il y a un arbre qui crée des problèmes dans un village, et qu'il faut régler le problème, il ne s'agit pas d'aller couper les arbres, couper les branches et couper les fruits, parce que tout ça va repousser. Il faut dessoucher et déraciner l'arbre, parce que dans le cas d'espèce, en faisant cette allégorie, la France se trouve être les racines de l'arbre et non du problème. Donc il faut d'abord dégager, et pour les autres, on va régler ça juste après. Donc, le président Déby, le président Touadéra n'ont aucun problème, donc le problème qui naît là, dans l'instrumentalisation de cette inimitié qui n'est présente que dans les subconscients des bandits français, eh bien c'est juste parce qu'il faut préserver un espace géostratégique, un espace économique pour permettre de nourrir ses enfants. Et un peu comme les prédateurs et les proies se comportent, c'est-à-dire que vous avez par exemple l'épervier qui va chasser, aller prendre les enfants d'autrui pour venir nourrir ses propres enfants en les tuant. C'est comme ça que la France se comporte partout. Alors donc, ils n'ont absolument rien du tout. Et si la France perd l'Afrique, pour sortir, Raoul, si la France perd l'Afrique, c'est eux-mêmes, ces anciens présidents français qui l'ont indiqué, la France va dégringoler à la 20e, voire à la 25e place mondiale. Donc le torse qui se bombe aujourd'hui pour appartenir au pôle d'échange secondaire de premier ordre, c'est bien parce qu'ils se servent des ressources stratégiques africaines. Depuis 60, ils ont tué à gauche, à droite pour pouvoir exister dans la compétition internationale. Alors, c'est terminé. L'Afrique n'est pas venue sur la sphère universelle pour aider la France à vivre. La France peut travailler, parce qu'ils sont des feignants qui ne savent pas travailler, ils veulent vivre à partir des efforts des autres. Très bien, ressources des autres. Ils peuvent travailler, les autres travaillent. Et je voudrais prendre un exemple pour sortir. L'Allemagne. L'Allemagne a été meurtrie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle a été, même le plan Marshall qui a été mis en place, n'a pas pour inhiber les efforts des Allemands à travailler. Aujourd'hui, l'Allemagne est encore traversée de loin. Et porte dans les trois premiers, le premier pôle d'échange secondaire, c'est-à-dire les super industrialisés, parce que l'Allemagne, les États-Unis, le Japon font les 2 tiers de la production mondiale. Alors, la France est où? Il se situe dans les développés, mais développés dans le sens de ceux qui se servent justement des ressources des autres, la mendicité internationale, pour pouvoir exister. Donc il faut que les Français, le peuple français, dont on dit qu'il est innocent, qu'il sache qu'il est complice de cette affaire, parce qu'on ne peut pas être dans des révolutions qu'on a vécues depuis pratiquement un siècle et dire qu'on ne comprend pas ce qui se passe en Afrique. Ce sont des complices. Et donc, lorsqu'il va falloir situer les responsabilités, on ne va épargner personne. Cette France sera responsable de tout ce qui se passera en Afrique. On vous a compris, Patrick Sapak. Vous parliez tout à l'heure de ces pays qui ont dû faire beaucoup d'efforts pour pousser ici au sommet des puissances mondiales aujourd'hui. On citera aussi les États-Unis, qui fut à l'époque une colonie anglaise, aujourd'hui devenue la super puissance mondiale. Donc c'est dit que ces pays-là peuvent vivre de même. La France toujours considérée comme parasite. Un pays qui n'est dit qu'au dépens des autres, Monsieur Simon. Vous
convoquez les forces vives africaines, c'est-à-dire les intelligences africaines. Vous demandez que ce rassemblement soit fait, vous demandez qu'il y ait cet élan de solidarité pour se désunir totalement de ces puissances occidentales qui détruisent les Africains. Mais sauf que l'équation semble un peu difficile. Vous y voyez quand même un moyen d'y arriver? Je peux vous dire que depuis que j'ai lancé cette idée, il y a des adhésions énormes. Ne vous faites pas d'illusions. Les Africains sont fatigués. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si les Africains prennent leurs responsabilités, les chefs d'État n'ont plus moyen d'avoir la pression des Occidentaux. Dites-vous que des Africains qui ont fait une étude dans l'énergie, ils se mettent à transformer les produits pétroliers par exemple, et qu'ils signent des conventions avec un État où il doit se rétrocéder 60% à l'État et 40% pour les gens qui ont mis de l'argent. Par rapport à la France qui donne 10%. Quel est le gouvernement qui profite? L'Afrique va se développer, ça va créer des emplois. Et du coup, les gens qui sont à l'extérieur vont rentrer en Afrique. Et aucun gouvernement extérieur n'aura plus de moyen de faire pression sur un État parce qu'ils vont se dire, ce sont les fils d'Afrique qui décident de leur sous-sol. C'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'on n'a pas compris cette stratégie, pour prendre en charge nos matières premières, on sera à la solde de ces gens. Parce qu'ils sont capables de payer. Vous avez vu Kadhafi, le président Kadhafi, quand il a voulu poser un acte, on est venu, on l'a enlevé, on l'a tué. Si c'était les fils d'Afrique qui avaient pris l'initiative, on aurait mis la pression sur qui? Sur 1000 Africains? Sur 1 million d'Africains? C'est ça qu'il s'agit. Il faut changer de paradigme, changer de stratégie. On a assez subi la pression des autres. Il est temps de changer. Il faut regarder l'Afrique autrement maintenant. C'est le temps de se mettre ensemble, comme tous les autres du pays, et changer notre manière de voir les choses. Pas calquer sur ce que les autres font. Parce que ce que je dis là, c'est une innovation pour moderniser notre continent et se mettre à l'abri de tous les prédateurs, d'où qu'ils viennent. Parce qu'aujourd'hui, on a beau applaudir pour la Russie, on a beau applaudir pour les Chinois, mais si on prend en charge nos intérêts et qu'on négocie maintenant avec les Russes, ce sont les fils d'Afrique qui vont négocier, ce ne sont plus les chefs d'État. Et on va dire, au chef d'État, voilà ce qui revient à l'État, voilà ce qui revient à ceux qui ont mis de l'argent, voilà ce qui revient à la Russie. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas continuer à laisser les États négocier des choses qui ne leur appartiennent pas à eux. Ils ont un mandat, mais souvent, la pression qu'ils ont fait en sorte qu'ils ne peuvent même pas dire non à la pression qu'ils ont par rapport aux Occidentaux qui viennent avec les armes et tout et tout. Avec ça, je peux vous dire que si les Africains se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts, les bases militaires en Afrique vont quitter parce que quand on va décider que désormais, c'est nous qui gérons nos sous-sols. Vous pensez que les bases militaires vont rester en Afrique? Ce n'est pas possible. C'est ça qu'il s'agit. Et je vous dis que le sujet est assez, notre projet est assez avancé parce qu'on a déjà fait 2 réunions avec les experts au Cameroun. Et dans chaque pays, s'il y a des experts qui se mettent ensemble, à l'extérieur, ils se mettent ensemble, on va coaliser et on va regarder dans la même direction et on va avancer, on va réussir. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les glands des chefs d'État, en estimant que ce sont eux qui peuvent donner le ton, mais ceux qui ont essayé ont été tous... Non, ce n'est pas eux qui peuvent donner le ton. Ils ne donnent pas le ton. Je dis que les Africains se réunissent, ils disent on a tel projet. Ils mettent de l'argent, ils viennent. Parce que je veux vous dire, il y a une émission qui sera organisée ici à Afrique Média pour cette histoire, pour débattre sur ce sujet et règlement et appeler tous les représentants de ces pays, des Africains qui sont, parce qu'il y en a dans tous les pays africains. On est en train de travailler avec eux. Donc, bientôt, l'émission va être fonctionnelle et on va échanger et trouver maintenant une banque, un moyen de mettre de l'argent dans un compte et chaque année, on se retrouve pour faire une assemblée générale, faire une fois et décider de ce qu'on va faire de l'argent. Et ça, c'est possible. Nous avons convoqué des millions des Africains. Mais bien sûr. En assemblée générale, ça se passera comment? Non, c'est pas convoquer tout le monde. Par exemple, si les experts en nucléaire, se mettent ensemble, ils désignent une personne qui vient les représenter avec un cahier de charges. Les spécialistes en banque désignent une personne ou deux, ils viennent. Mais c'est pas des milliers de personnes. C'est une question d'organisation. Il faut qu'on sorte de ce schéma où on est dépendant des autres. C'est possible. Je dis qu'avec des gens avec qui je suis en train de travailler, on est assez avancé. Suffisamment avancé pour dire que dans un an, on peut sortir de la dépendance totale. Totale. Parce que la première chose, c'est la communication. Et c'est là où on est. Je suis en train de... C'est pour dire aux Africains, réussissez à mettre en place un décodeur africain pour mettre en place toutes les télévisions africaines pour qu'on soit obligé de regarder nos télévisions pour véhiculer certaines informations qui sont biaisées actuellement. Quand on aura réussi, maintenant les autres peuvent suivre facilement parce que la communication est la deuxième arme, comme il a dit Patrice Sapak. C'est extrêmement important qu'on s'approprie notre communication et on avance. Parce que l'agriculture, on a des milliers d'hectares de terrain. L'Afrique n'a même pas le droit d'importer une aiguille de l'Occident, en bon sens. Aujourd'hui, on importe même les cure-dents. Et pourtant, on a toutes les possibilités sur place. On a nos enfants qui ont fait des études, qui sont capables de mettre en place des structures, être les propriétaires
et créer des emplois. Et quand ils rentrent en Afrique, ils rentrent comme des rois. Ils sont installés dans des conditions idéales pour pouvoir jouer les deux bouts et créer des emplois en Afrique. Tout à fait. C'est notre projet. Merci à vous, doyen. Patrice Tapak, à suivre le doyen Simo. Le fait que ces puissances occidentales tiennent encore certains pays africains en haleine est un véritable problème. Cela ne peut que nous ramener dans des conditions aussi difficiles que vivent la République centrafricaine, le Tchad et bien d'autres pays. Est-ce qu'il est possible de penser un jour qu'on pourra sortir de ce joug? Absolument. Et il faut que ce soit clair. Nous allons en sortir. Ça, c'est une certitude mathématique. Il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Mais cela ne sera techniquement possible que lorsque nous avons la détermination. Et la qualité des hommes qui doivent porter justement le chantier de la libération doit être solidement psychiatrisé. Parce que vous savez qu'il y a divers traîtres qui s'inscrivent dans le ponce-pilatisme, dans ce chantier de révolution, où des gens disent tout et n'importe quoi en public et vont faire exactement le contraire en cachette. Donc, la sincérité, la détermination doit être clairement définie chez tout le monde. Ceux qui sont choisis par cette affaire-là, les ancêtres africains savent exactement où est-ce qu'ils vont s'appuyer. Donc, ceux qui se sont distingués, justement, à s'aménager une complicité avec les adversaires, c'était leur destin, parce que je le dis souvent, il y a deux groupes de personnes dans le fonctionnement d'une société. Il y a celles qui conquièrent les libertés et celles qui jouissent des libertés conquises. Alors, celles qui conquièrent les libertés sont celles qui se sont toujours mises en évidence, ou alors qu'on a toujours mises en évidence. Et celles qui conquièrent les libertés, vous savez là où elles sont, vous avez évoqué ça tout à l'heure. Donc, le Lumumba, les Sankara, les Kadhafi, les Oumniobé, et tout, etc. Donc, ils ont été envoyés rejoindre leurs ancêtres pour permettre à ceux qui se sont spécialisés dans la justice des libertés conquises de prospérer. Bien. Mais lorsqu'on parle de révolution, c'est la rupture brusque et parfois brutale de la structure socio-économique et politique d'une société. Donc c'est là-dedans. Et puis là-dedans, Martin Luther King a été bien clair. Notre lot quotidien à nous tous, c'est d'avoir peur de mourir. Seulement celui qui ne sait pas ce pourquoi il devrait donner de sa vie n'a pas le droit de vivre sur la terre. On ne vient pas sur la terre pour manger, dormir, boire, faire l'amour, donner les enfants, mourir et partir. Parce que c'est ça que nous sommes sur la terre et que les souris le font mieux que nous. Manger, dormir, boire, faire l'amour, mourir et partir. Alors, nous sommes là parce qu'il faut laisser quelque chose à la postérité. Les Sankara, les Lumumba, tous les autres que j'ai cités ont donné de leur vie pour l'honneur et la dignité africaine. Donc, il faut savoir que lorsqu'on s'engage dans ce combat, on doit être prêt à 4 choses. Être humilié, être arrêté, être emprisonné et être tué. Donc, il faut séparer son esprit de son corps. L'autre disposé à 50 mètres de soi-même. C'est cet esprit-là, lorsque vous êtes interrogé pour une action, qui transforme le corps en un simple exécutant. Donc c'est de ça qu'il est question, Raoul Pepin Benabélan. Donc il faudra évacuer. Pour qu'on puisse arriver donc à cette affaire-là, il va falloir faire une introspection profonde au niveau de l'Afrique, en faisant des diagnostics exacts sur le plan chirurgical, afin d'avoir la meilleure information pour se projeter dans les stratégies. Alors, pour que cela soit possible, il y a des choses, des blocages humains, des blocages structurels qu'il faudra évacuer, c'est-à-dire que celui qui doit porter le chantier doit être quelqu'un avec un panafricanisme, un nationalisme, un patriotisme éprouvé avant d'être choisi justement pour mener à bien cette mission délicate. Donc ce n'est pas un amusement, il faudra être très sérieux là derrière et tu vas voir, vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui va s'engager là-dedans. Et c'est pour ça que vous allez voir, pour la marche justement de nos politiques, vous allez constater que nous avons dans nos pays des multipartismes numériques qui n'admettent pas de pluralisme politique, mais qui consolident plutôt le monétisme pluriel. Donc plusieurs partis politiques, mais de l'opposition qui sont là à se servir de la contestation comme passerelle accessible à une position de pouvoir ou à la construction d'une plateforme financière. C'est eux que vous avez parfois vu passer sur les plateaux d'Afrique Média, qui sont devenus les puissants soutiens au 6e néocolonial en rentrant dans les bois de fait des insultes sur les autres. Donc, vous comprenez qu'il y a divers traîtres, des ponces pilates là-dedans. Donc, il faudra préparer des systèmes et des dispositifs d'exécution des traîtres. Parce que le code de bon conduit dans la révolution est tellement prohibitif qu'il ne faudra pas s'amuser. C'est pas un amusement. L'Afrique a tellement perdu. Merci à vous, Patrick Sapak. On ne va plus. Très bien. Merci à vous, Patrick Sapak. L'instant des revues est arrivé, donc nous allons prendre
la revue de presse africaine. Elle est dédiée ce matin par Michel Zili. La sirène des mers est là ce matin. Bonjour Michel. Bonjour à vous, bonjour également à vos fidèles invités sur le plateau. Fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour cette revue de la presse qui nous conduit au Gabon avec le journal L'Union qui parle de santé, de la Covid-19. Nouveau tour de vis, s'exclame le journal qui affirme que par crainte d'une nouvelle flambée épidémique, le gouvernement, en dehors du couvre-feu en rigueur depuis, en dehors du couvre-feu, n'a pas décidé de nouveaux allègements, s'en tenant largement à un statu quo qui permet tout de même la poursuite quasi normale d'un certain nombre d'activités essentielles. On va du côté du Congo avec le journal Les Dépêches de Brazzaville qui s'intéresse à la présidentielle de cette année. Le journal nous apprend que le président Denis Sassou Nguesso est officiellement candidat en marge du lancement le 23 janvier par le président de l'État congolais des travaux de bitumage de la route d'Olosier-Kibangu dans le département de Niari. Denis Sassou Nguesso a choisi cette modeste localité de Kibangu pour annoncer donc officiellement sa candidature à l'élection du 21 mars prochain. Du Congo au Tchad, c'est avec le site d'information Tchad Info qui nous apprend que Moussa Faki Mahamat souhaite briguer un second mandat à la tête de la commission de l'Union africaine. Nous allons au Cameroun avec le journal Cameroun Tribune qui s'intéresse aux conseils régionaux au pied du mur, titre le journal qui affirme qu'installés dans leur nouvelle fonction vendredi dernier, les présidents et membres des exécutifs de ces collectivités territoriales décentralisées ont reçu leur feuille de route qui consiste au développement économique, social et culturel des régions afin de garantir le plan épanouissement des populations. Retrouvez cet article dans les pages 4 à 7 du journal gouvernemental. On reste au Cameroun avec le journal Émergence qui s'intéresse à la crise anglophone et aux propos du nouveau secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le journal fait quoi sa une du durcissement de ton des États-Unis et affirme que ce dernier s'est prononcé sur le sujet. À lire également dans les colonnes du journal regard croisé de deux spécialistes et des questions internationales. Réalité plus toujours au Cameroun, titre ce matin, zéro gouvernement en vue, laisser vraiment le président en paix avec laisser le président en paix. C'est même comment le journal rappelle que les assoiffés du remaniement ministériel, ceux qui ne ratent aucun journal de la CRTV et ceux qui vont compter les voitures qui entrent et sortent au palais présidentiel vont encore entendre car le remaniement ministériel n'est pas du tout dans l'agenda du président Paul Biya. En petite une, le journal revient sur cette usine pour monter 250 engins par an à Kribi et nous fait savoir que les maires et d'autres opérateurs sont en haut. Le journal rappelle que le représentant personnel du chef de l'État, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Messi, est celui qui a procédé le 23 janvier à Kribi à l'inauguration de cette première usine d'assemblage d'engins de génie civil de la sous-région Afrique centrale en investissement apprend-on du journal du groupe OPTROG de 2 milliards pour une capacité de production de 250 machines par an pour commencer. Nous laissons l'Afrique centrale pour l'Afrique de l'Ouest avec le journal Le Sahel qui revient sur la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le journal nigérien nous apprend que le président Issoufou Mahamadou a été félicité par ses pairs pour son leadership avéré au niveau national et international. Le journal Le Quotidien numérique s'intéresse à l'actualité en RDC où le président Tshisekedi et le docteur Mukwege ont rendu hommage à Lumumba pour saluer la mémoire du héros de l'indépendance congolaise et figure de premier plan dans l'indépendance africaine. Le chef de l'État congolais et le prix Nobel de la paix 2018 ont célébré dimanche le 60e anniversaire de son assassinat. Le journal parle également de l'actualité au Burkina Faso et de cette indignation du gouvernement après l'assassinat d'un prêtre catholique à l'ouest du pays et nous apprend que du côté de la Côte d'Ivoire, l'opposition est divisée à l'approche des législatives. Nous allons de ce pas en Côte d'Ivoire avec le journal Fraternité Matin qui s'intéresse ce matin à ce sommet virtuel de la CEDEAO. Mali, Covid-19, monnaie unique était au menu des échanges. À lire dans les colonnes du journal ce que les chefs d'État de la sous-région ont décidé. Le journal rappelle également que le président Ouattara a pris part par visioconférence à cette rencontre avec ses pairs. Le quotidien d'Abidjan, un journal qui paraît toujours du côté de la Côte d'Ivoire, revient plutôt sur les graves révélations de l'ambassadeur de l'Union européenne à Abidjan. Le journal nous apprend que l'Union européenne prend de graves décisions
contre le régime. Le journal parle également de la situation sociopolitique dans le pays et de ce jeu trouble du régime dans le dossier Gbagbo. En Côte d'Ivoire, toujours, le journal Le Bélier accorde sa une de ce matin au président Alassane Ouattara. 3 mandats, 0 solution. La désillusion du peuple. Peut-on lire en première de couverture du journal qui rappelle que les mandats de Ouattara ont été marqués par la confiscation du pouvoir, l'incompétence et surtout de fausses promesses. En petite une, le journal revient sur cette visite, cette rencontre, autant pour moi, entre Kwadjo Konan Bertin et Henri Konan Bédié, et met en exergue le message de Bédié qui a dit ne ressentir aucune offense, mais plutôt une divergence de choix politiques. Le journal au quotidien, nous sommes à présent du côté du Burkina Faso, parle de la lutte contre la cybercriminalité. Le journal nous apprend via sa titraille de ce matin que 2 réseaux de cyber-escrocs ont été démantelés. Nous allons en Algérie avec le journal L'Expression qui parle de santé et de ses nouveaux variants. Le journal L'Expression qui parle de santé et de ces nouveaux variants du Covid-19 qui replonge le monde dans l'angoisse et l'incertitude. Du côté des Comores, le journal La Gazette des Comores parle également de la Covid-19 et nous apprend que la ministre de la Santé confirme la présence du variant sud-africain. Le journal rappelle que c'est ce week-end qu'elle a fait le bilan et elle est donc revenue sur ce variant sud-africain du coronavirus qui circule aux Comores. Nous laissons l'Afrique pour l'Europe avec le journal Tribune de Genève, le journal Tribune de Genève qui affirme ce matin, qui nous dit ce matin, c'est qu'il va changer du côté de Genève après l'arrivée du loup. En ce début d'année, un loup à 30 ans du journal suisse a été repéré en territoire genevois après 150 ans d'absence. Ce retour significatif peut être considéré comme bénéfique pour la biodiversité mais dans les environs, certains grand CDG de Brebis. Du côté par un 3e confinement, l'exécutif sur le journal qui a l'intention de renforcer les mesures sanitaires tranchera mercredi au vu des résultats du couvre-feu et de l'évolution des variants. Le journal rappelle cependant que les écoles pourraient rester ouvertes et on termine cette revue avec le journal L'Humanité. Agent Orange procède d'un crime de guerre, titre le journal fondé par Jean Jaurès qui nous apprend que les entreprises qui ont fabriqué le défoliant utilisé durant le conflit au Vietnam comparaissent aujourd'hui. Merci à vous, Michel Zili. Tous ces titres seront d'ailleurs développés tout à l'heure à 10h, heure de l'Afrique centrale, dans le cadre des grandes tribunes. Ça sera bien sûr avec vous-même, Michel Zili, et vos consultants du jour. Nous vous demandons donc de rester scotchés. Vous allez suivre d'ailleurs le développement de toutes ces unes. Tout à l'heure, lorsqu'il sera 10h, heure de l'Afrique centrale, repartons pour cette revue matinale, forcément. La revue de presse maintenant en langue anglaise, ça sera... Bon ben, on attendra encore quelques secondes, forcément, pour prendre cette revue de la presse en langue anglaise qui nous ira donner des mains de maître par Agnès Tembois qui est déjà avec nous. On attend quelques instants, mais le temps pour moi peut-être de me retourner vers sa part, vers Simo, franchement dit, qui prend la parole là maintenant. Alors, doyen, vous avez réussi le concours de prendre cette parole maintenant. Alors, est-ce que le panafricanisme du président Idriss Déby ne serait pas un problème pour lui, parce que c'est justement son activisme là qui doit déranger les Français? Mais, monsieur Bernard, c'est pas... Monsieur Déby ne doit pas se réclamer de l'européanisme. Il est africain, il a le droit d'être panafricain. C'est même pas une question à poser. Il a le droit il est panafricain. Il est né en Afrique, il est africain. C'est pas Macron qui va venir dire qu'il est panafricain. On parle de quoi? Ou bien le truand. C'est pas possible. Non, il faudrait qu'on reste à chacun sa place. Mais cependant, je voudrais dire aux chefs d'État africains qu'ils laissent maintenant la lecture à leurs enfants qui ont la formation de développer l'industrie en Afrique. Un État n'a pas pour vocation de développer l'industrie. Un État, c'est un facilitateur. Il ne faudrait pas que les gens s'approprient les rôles qui ne sont pas les leurs. Et c'est l'erreur où les chefs d'État sont tombés et maintenant ils sont manipulés par les Occidentaux qui viennent
obliger à faire ce qu'ils ne veulent même pas faire. Si les enfants prennent la responsabilité de transformer, je pense que l'État a beaucoup plus à gagner parce que non seulement c'est les enfants qui transforment, l'État peut gagner 60% au lieu des 10% qu'on va donner. Et l'État peut développer, les gens peuvent développer des emplois dans le pays et faire beaucoup de choses. Donc, c'est ici le lieu de dire à tous les Africains qui se mettent désormais ensemble pour regarder dans la même direction. Oublier toutes leurs divergences, ça ne sert à rien. Que ce soit idéologique, que ce soit tribal, ça ne sert à rien. On appartient à un même continent. Seul, on est faible, mais ensemble, on est fort. C'est pour ça qu'on doit se mettre ensemble pour regarder dans la même direction et oublier nos appartenances. Parce que les frontières qu'on a mis en place aujourd'hui, qu'on a érigées, que les Occidentaux ont mis en place, c'est une barrière qui nous crée que des problèmes. Que ce soit des histoires de religion, tout ça, ça nous crée des problèmes. Il faut se mettre ensemble, sans tenir compte de tout ça, et regarder dans la même direction et bâtir une Afrique qui doit faire gagner tout le monde. C'est ça qu'il s'agit. Tant qu'on ne l'a pas fait, on va courir dans un sac. Et c'est nous qui allons payer les tribus. Et nos enfants sont des éternels esclaves. Très bien, doyen Simo. Merci beaucoup pour cette intervention aussi. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement tchadien, toutes ces accusations sont dénuées de tout fondement. Et il précise par ailleurs que, depuis le retrait des contingents tchadiens de la mission des Nations Unies en Centrafrique en 2014, aucun des soldats tchadiens n'a encore franchi la frontière entre la République centrafricaine et le Tchad. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.